Bonjour, bienvenue dans Vision de demain numéro 4. Nous consacrons cette émission aujourd'hui à l'ethnologie libertaire et ce que les primitifs, les sociétés primitives ont à nous apprendre. Et pour cela, je suis en compagnie de Michel Antony. Bonjour Michel. Bonjour, puis bien heureux de vous voir et de parler d'une thématique très intéressante. Oh là oui, absolument passionnante. Tout à fait. Alors Michel est ancien prof d'histoire. Et puis chercheur en sciences sociales, je crois que c'est ça. Oui, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, l'ethnologie libertaire, Michel, comment on peut commencer déjà peut-être par définir les mots? Oui. Ça serait un bon commencement. Je préfère le terme d'anthropologie déjà. D'anthropologie, oui, tout à fait. C'est l'étude de l'homme sous toutes ses facettes. Hein. Et l'anthropologie, elle est née vraiment, même s'il y avait des traces anthropologiques de d'autres écrits depuis très longtemps, elle est vraiment née au 19e siècle. À une époque où on est en plein système de colonisation, où des empires donc se constituent toujours, britanniques ou français, surtout européocentrés, avec leur vision du monde, l'État fort, et puis une civilisation industrielle en pleine expansion. Et à ce moment-là, on découvre que les peuples que l'on est en train de conquérir sont des peuples différents. On a la plupart du temps une vision très hiérarchique des civilisations. On reconnaît bien qu'il peut peut-être y avoir des civilisations autres que la nôtre, mais elles sont un état antérieur à la nôtre. Ça veut dire que on hiérarchise, quoi. Donc on est en avant, on a presque la mission d'apporter la bonne parole au monde. Et l'anthropologie, elle est là-dedans, donc c'est pas facile. Non. Même si les anthropologues, même si les scientifiques sont autonomes, sont bien, sont empathiques avec les peuples qu'ils vont voir, ils ont quand même tous ces schémas dans la tête, quoi. Or, aujourd'hui, la colonisation a pratiquement totalement disparu, mais pas totalement malheureusement, avec les exemples israéliens ou autres qui persistent. C'est plus le néocolonialisme qui a toujours une belle existence. Et les anthropologues d'aujourd'hui, ils n'ont plus du tout le même contexte. Ils sont dans un monde qui est beaucoup plus diversifié. Les deux grands blocs du XXe siècle ont disparu, donc ça a ouvert des perspectives. Voilà. Et dans cette perspective se sont engouffrés tout un ensemble de chercheurs, pas forcément anthropologues. C'est les philosophes, ce sont les structuralistes, c'est simplement les politiques aussi, qui ont découvert que d'autres peuples vivaient différemment de nous, pas forcément avec les mêmes schémas, et puis que ce qui est, nous, prioritaire dans notre société, la présence de l'État, d'une forte bureaucratie, qu'on soit à l'Est, à l'époque du socialisme d'Iriel, ou à l'Ouest, en plein capitalisme, c'était toujours un schéma très statocentré. Et on découvre qu'il y a des peuples qui, encore aujourd'hui, vivent sans cela, ou en tout cas différemment, et que des peuples dans le passé ont vécu différemment aussi. Et donc, à partir des années, on va dire 40, 50, 60, c'est le moment où ça fermente le plus, bien les anthropologues découvrent que des sociétés sans État ou contre l'État sont possibles, que ça peut être d'ailleurs un modèle à creuser qui peut nous aider à revoir notre mauvaise civilisation, et c'est surtout avec Pierre Clastre que l'anthropologie donc change de paradigme. Pierre Clastre, c'est 1977, je crois. Voilà, ses écrits, ils se forment dans les années 50-60, et ses premiers écrits, c'est fin des années 70, et c'est vraiment sa société contre l'État, l'analyse qu'il fait sur les peuplades amazoniennes, est véritablement un
un moment de rupture dans l'idée de base de l'anthropologie. Voilà. Ouais. Alors, pour revenir sur le terme anthropologie, bon, en France, anthropologie, c'est plutôt l'homme en tant que tel. L'ethnologie, c'est plutôt les analyses sociétés. des peuples et des sociétés. Oui. Mais bon, chez les anglo-saxons, ils groupent les deux, c'est pas très grave, quoi. Qu'on dise ethnologue ou anthropologue. L'idée, c'est quand même qu'aujourd'hui, donc, on a d'autres paradigmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des anthropologues traditionnalistes, hein, mais s'engouffrer tout un ensemble de penseurs qui remettent en cause les schémas de leur société. Ils appellent ça donc l'anthropologie critique, l'anthropologie anti-autoritaire, l'anthropologie clastrienne, l'anthropologie non hégémonique. C'est intéressant parce qu'on va en définir quelques termes, mais ça veut dire qu'ils sont en train de se repenser en tant que membres d'une science qui a complètement été bouleversée. Et puis, anthropologie forcément libertaire. Certains disent purement anarchiste d'ailleurs. Parce qu'ils pensent que cette mise en cause de l'État, des hiérarchies, cette mise en avant des communautés, on va redétailler ça, mais c'est bien ce que les libertaires ou les anarchistes, depuis bientôt 2 siècles, mettent en avant. Et c'est ces convergences-là qui m'ont, moi, personnellement intéressé, puisque j'étais parti sur un travail sur les utopies libertaires, donc sur la pensée anarchiste par rapport au monde alternatif et aux visions du futur, et l'anthropologie libertaire enrichit d'une manière colossale ce schéma-là, cette thématique-là. Et ça prend naissance bien avant les années 60, 40. Il me semble que Élie Reclus, déjà, et même peut-être même avant, les premiers anthropologues, déjà, avec cette curiosité, et déjà senti. Alors, il y avait c'était peut-être un peu dithyrambique, il y avait peut-être l'éloge. On idéalise un peu les sociétés primitives. Alors, oui, depuis les penseurs critiques du XVIIe, XVIIIe siècle, le mythe du bon sauvage a marqué nos sociétés. Mais c'était une manière, en montrant un bon sauvage, de dire, nous, on a des mauvais civilisés, voilà. Donc c'est clair, c'est une formule rhétorique pour critiquer sa société, c'est le propre de l'utopie, qui est d'une manière générale. Mais si on reste dans la thématique plutôt anarchiste-libertaire, le mouvement anarchiste s'est souvent positionné avant les anthropologues d'une manière, je dirais, empathique ou en tout cas très intéressée par rapport aux peuples indigènes, parce que les peuples indigènes ou autochtones, et c'est pas du tout des termes péjoratifs, étaient considérés comme le prolétariat industriel ou comme les femmes ou les enfants des groupes humains qui étaient défavorisés ou qui étaient dominés. Et c'est vrai que donc dans les grands penseurs du monde de l'anarchie, les frères Reclus ont eu un rôle fantastique. La géographie universelle d'Élie Reclus, elle est sans arrêt dans une position qui est totalement différente de son siècle. Il ne parle pas d'une civilisation supérieure par rapport à des civilisations en devenir, il dit qu'il y a des civilisations diverses. Et la géographie universelle, il faut la relire aujourd'hui à cette thématique, c'est un moderne, Élie Reclus. Sauf Frangin, Élie, lui est spécialisé chez les analyses des primitifs. On a redécouvert 200 cartons de recherche sur les peuples qu'il appelait à l'époque primitifs. On va revenir sur la terminologie peut-être après. Et Élie Reclus, pareil, il découvre des sociétés qui pratiquaient la mise en commun des biens, qui alternaient le travail en commun, qui limitaient autant que possible le pouvoir du chef ou du sage. Et pour un libertaire, forcément, c'est du pas béni, ça. Si j'ose dire pas béni pour des gens qui se réclament de ni Dieu ni maître. Mais c'est vrai que ça a été très important. Les autres grands penseurs de l'anarchie qui s'occupent de cela, c'est... Désolé, l'anthropologie aussi. L'anthropologie de mes petits-enfants. C'est pas grave. C'est trop mignon. Alors, l'autre penseur important, c'est Pierre Kropotkin. Aujourd'hui, c'est un personnage qui revient au premier plan pour un tas de raisons. La première des raisons, c'est que il a mis en avant chez les peuples anciens, chez les peuples de son temps qui étaient jugés primitifs ou premiers ou indigènes, comme on disait à l'époque, ou sauvages, pour reprendre une terminologie qui a été récupérée par la suite, qui retrouvait aussi dans certaines associations ou regroupements urbains de son époque des phénomènes semblables. Et ces phénomènes semblables, c'était la possibilité de dire que à une époque où Darwin venait de sortir et le néo-darwinisme disait que les peuples luttaient pour la vie, les gens luttaient pour la vie, lui disait non, pas du tout.
il y a peut-être eu des combats, des conflits entre les gens, les peuples, comme Darwin et plutôt ses disciples l'ont montré, notamment l'anglais Huxley. Mais il dit Kropotkin, une des bases de toutes nos sociétés, depuis la plus haute antiquité, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, c'est la vie communautaire, c'est l'entraide, c'est le sens de la fraternité, et lui il appelle ça donc l'appui mutuel, quoi. Ouais. Et l'appui mutuel, eh bien aujourd'hui, c'est le troc, c'est les échanges, c'est la solidarité et la fraternité qui sont mis en avant. Et Kropotkin, donc du coup, en ayant brassé large, lui aussi c'est un géographe important, hein, il a été primé par la géographie de son temps en Russie, en montrant donc ces convergences entre les peuples anciens, les sociétés de son époque et puis les peuples toujours dits primitifs qui vivent en même temps. Il dit voilà une convergence fantastique pour refonder nos idées ou pour leur donner en tout cas un élargissement plus fort. Donc dans le monde de l'anarchie, c'est le deuxième le plus important. Après, eh bien, tous les anarchistes ont eu une empathie avec ces peuples-là. Alors, je vais en retenir un troisième parce qu'on ne va pas non plus citer que des noms, mais par exemple, un anarchiste méconnu, c'est Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón, c'est quelqu'un qui est un des fondateurs intellectuels et théoriques de la révolution mexicaine de 1910. Et lui, c'est un Indien. Alors on dit Indien, c'est un Amérindien, il appartient à une des branches des Zapotèques dans l'état de Oaxaca au Mexique. Et Flores Magón, lui, forcément, il ne renie pas ses origines, et puis il dit quand même, si on pense un peu, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans les sociétés de mes ancêtres? Il y avait la communauté, il y avait l'entraide, il y avait l'aide contre les dégâts et les catastrophes, il y avait des chefs qui existaient, mais dont le pouvoir était considérablement limité, ce que Pierre Clastre va prouver dans des sociétés de son temps. Et il dit donc, l'anarchisme, pour moi, que j'ai récupéré de mes écrits, de mes contacts et des idées européennes, il s'ancre dans ma tradition et dans mon peuple. Et donc, il faut être conscient de ça. Et ça, cette vision indigéniste ou indianiste qui aujourd'hui explose avec le Chiapas notamment, hein, qui a surtout mis ça en avant, ou avec les mouvements boliviens des Aymaras. Eh bien, il le dit vers 1900, quoi. Hein. Donc, Ricardo Flores Magón, c'est un personnage fantastique. En plus, c'est un personnage parmi les plus intègres, il refuse tout pouvoir, il refuse toute position officielle, il finit, puisqu'il y avait des conflits à la frontière états-unienne, il finit dans une geôle des États-Unis vers 1920. Quoi. Ouais. Un personnage donc qui est symptomatique, parce que en plus lui, il appartient à ces peuples premiers. Et il est un des premiers à mettre en avant ce qu'aujourd'hui tous les écrits sur le Mexique ou sur la Bolivie ou autres redisent, quoi. Y compris en Océanie et en Afrique sur d'autres peuples indigènes. C'est justement passionnant. Moi, ça me donne tout de suite... Ce qui est intéressant, c'est de voir justement ces deux rails qui sont un peu communs. On ne sait pas si les anarchistes ont tiré finalement des sociétés primitives des choses ou si c'est deux voies parallèles. Tu vois, il y a une ambiguïté dans les rapports entre ces deux mondes qui s'interpénètrent aussi. C'est très... On dit, les anarchistes ont finalement un petit peu intellectualisé tout ça quand même. Oui. Mais juste, alors que les sociétés primitives, on reviendra sur le terme, je suis d'accord, les sociétés primitives, elles vivaient, les anarchistes aussi avaient envie de vivre, mais d'intellectualiser. Il y avait quand même une idée d'un monde, il fallait, voilà, je pense que... C'est vrai qu'ils recherchaient des justifications, un enrichissement à leur théorie, ça c'est clair. Ouais. Ça n'empêche que c'est pas des utilitaristes. Il faut faire attention avec les termes. Et les Reclus, Kropotkin ou Magón, que je viens de citer, les trois personnages-là, c'est des personnages qui œuvrent pour le bien commun, sans carriérisme, sans attention de récupération. Donc l'inverse un peu de ce que tu dis, quoi. C'est-à-dire que eux, ils cherchent à analyser le monde tel qu'il est, puis qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce monde qui nous est proche, et comment le mettre en avant et le revitaliser. Voilà. Donc c'est plutôt cette problématique-là qui est plus intéressante. Tout à fait. Un personnage qui est très connu chez nous, c'est Bernard Traven, B. Traven, l'écrivain d'origine allemande qui se fixe au Mexique. C'est un anarchiste qui a participé à la commune de Berlin. Et c'est plus connu, il s'appelait Red Marut. Et quand il arrive en Amérique, il va au Mexique, il se lie aux indigènes du Nord et surtout à ceux du Chiapas, les Mayas. Et parmi ces ouvrages qui sont lus par tout le monde comme des romans plutôt policiers ou ethnologiques, eh bien,
il met en avant certains aspects communautaires aussi. C'est intéressant, quoi. Et lui aussi, c'est parein, il vient d'une Europe qui méconnaît ces mondes-là, et lui, il se sent bien dans un monde totalement nouveau pour lui, parce qu'il retrouve quelques éléments qui étaient dans sa vision du monde à lui, quoi. Voilà. Donc il y a une intériorité, on va dire libertaire, sur cette pensée indigéniste, comme on dirait aujourd'hui. Après, ma foi, il y a un petit peu un moment plus délicat, parce qu'avec la révolution russe, il va y avoir une sorte de primauté intellectuelle du marxisme sur la plupart des mouvements d'émancipation. Alors le marxisme a sur les peuples anciens primitifs deux positions. Il y a la position d'Engels dans l'histoire de l'origine de la famille, qui est hyper connue, qui dit, bon, à l'époque, il y avait le communisme primitif, et puis le matriarcat, donc l'importance de la femme dans les sociétés anciennes, donc le capitalisme forcément écrasé tout ça, une vision schématique du monde, quoi, hein, qu'on retrouve chez certains libertaires aujourd'hui. Je parlerai des primitivistes. J'espère que tu me laisseras parler des primitivistes un peu. Et ça, c'est une caricature, quoi, une caricature, même si l'ouvrage d'Engels a été au programme de fac. Moi, je l'ai eu à mon programme en faculté quand j'étais dans les années 70, parce que dans cette vulgate un peu marxisante, c'était un élément important pour renforcer l'idée du communisme de Marx. Mais le marxisme, c'est aussi un monde qui est productiviste, c'est un monde qui est étatiste, c'est-à-dire qu'il est l'antithèse de ce que sont les peuples primitifs qu'il essaye d'utiliser ou de valoriser. Et donc on est dans une contradiction, une ambiguïté intellectuelle extrêmement forte. Il va falloir attendre les années 70-80, au moment où l'idéologie marxiste perd, au moment où les pays du socialisme dit réel en Russie, dans le monde est-européen s'effondre, pour que la porte se rouvre à nouveau sur une autre vision du monde et la redécouverte d'autres traditions. Alors, revenons sur le terme société primitive. Justement, alors, on utilise société primitive. Les peuples anciens, les indigènes, c'est quoi un petit peu toutes ces différences pour vous, les Pour moi, il n'y a pas de différence, parce que les termes sont pris comme synonymes par la plupart des chercheurs, quoi. Simplement, pendant longtemps, indigènes et autochtones, c'était une manière de dévaloriser les peuples. Alors que ça veut simplement dire que c'est des gens qui vivent là, qui sont de cette région. Donc, je suis un autochtone de Magny-Vernois, et pour moi, c'est pas dévalorisant. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise moins. Même si aujourd'hui, les indigènes, par exemple, dans toute l'Amérique, du nord au sud, ils réclament ce terme. Parce que pour eux, nous sommes des indigènes. On n'est surtout pas des Indiens, parce que les Indiens, c'est les habitants de l'Inde. On est à la rigueur des Amérindiens, ou alors on est des vrais hommes, comme disent les Inuits ou d'autres peuples du cône sud. Ils récupèrent ça, quoi. C'est identitaire, voilà, ça fait partie de leur recherche identitaire. Un peu comme Senghor a récupéré le terme de négritude pour s'opposer à... Voilà. Après, on s'est dit, bon, on va parler de peuple premier ou primitif. Mais là aussi, il y a beaucoup d'utilisation péjorative de ces termes, parce que primitif, en tout cas, dans nous, un primitif, c'était quasiment une injure à une certaine époque ici. Premier, c'est déjà plus difficile. Premier, ça veut dire, c'est les premiers. Mais si on introduit l'idée de premier ou primitif, ça veut dire qu'on retombe dans la gradation des peuples premiers et primitifs, puis nous, on est des peuples évolués, et donc ils sont à un stade antérieur à nous. Et donc ça crée une hiérarchie qui est pas bonne, quoi. Alors, on a trouvé d'autres termes. On reprend plutôt le terme indigène, ou alors le terme sauvage. Sauvage, j'allais le dire. Le terme sauvage, que les surréalistes sont mis en honneur, que Clastres a mis en honneur, que l'ensemble des anthropologues remettent en honneur. C'est un peu comme quand on dit grève sauvage, une grève spontanée, un peu autonome. C'est un terme qu'on a eu dans notre vocabulaire dans les années 60-70 surtout. Le terme de sauvage, qui lui aussi est un terme foncièrement péjoratif à une époque, aujourd'hui, il dit bien ce que ça veut dire. C'est des peuples qui sont différents de peuples totalement civilisés à la manière de nos sociétés, et qui sont plus proches de la nature, plus proches de la nature sauvage. Donc on retrouve des formulations comme cru et cuit, par exemple, qu'on a utilisé souvent en philosophie. Le dernier bouquin que je viens de lire sur la zomia de Scott, sur les peuplades du sud-est asiatique, pour distinguer ceux qui sont hyper civilisés, ça veut dire étatisés, bureaucratisés, fiscalisés, c'est-à-dire ceux qui sont soumis à l'autorité, c'est les cuits.
Ouais. Les crus sont ceux qui ont réussi à échapper un petit peu à ces méfaits sociologiques et politiques importants, qui se sont réfugiés en forêt, qui vivent plus proche de la nature, mais qui n'ont pas d'impôts, qui n'ont pas de chef qui les tarabuste, qui n'ont pas de loi absurde qui réglemente tout leur savoir ou leurs allées-venues. Et donc, le cru et le cuit, c'est intéressant, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est encore utilisé par les peuples eux-mêmes. C'est Donc, pour incroyable. montrer ça. Donc, le terme sauvage est plutôt bien. Oui. Et ça a été, il y a des beaux textes sur, je me souviens d'André Breton, sur l'art sauvage, ou les ouvrages de Piclastre qui parlent souvent de... Donc moi je réutilise ça. Après, comme on a découvert que beaucoup de ces peuplades pouvaient être, entre guillemets, pré-libertaires ou de fonctionnement libertaire, on a plutôt mis l'avant sur certains aspects. Par exemple, on parle de peuplades acéphales, qui n'ont pas de chef suprême, quoi, qui ont pas une vision pyramidale du monde. On parle de peuples non autoritaires ou anti-étatiques ou hors de l'État. Voilà. Mais ça, c'est plutôt des formulations, on va dire, universitaires, parce que c'est une méthode d'inventer ou telle chose. Moi, le terme indigène ou sauvage, c'est celui que je retiendrai le plus, quoi. Alors, dans mes écrits, j'essaie de tous les relier pour montrer l'histoire aussi de cette terminologie, puis en quoi c'est important de la maîtriser. Mais bon, indigène, ça je respecte. Voilà. Comme je dis toujours, états-unien, quand je parle des États-Unis, je me souviens de Mexicains qui étaient fous quand on parlait d'Américains, parce qu'ils sont aussi américains que les autres. C'est les États-Uniens, ils sont des Américains du Nord. Nous, les Mexicains, on a des Américains du Nord aussi. Les Chiliens sont des Chiliens américains du Sud. Et c'est drôlement intéressant. La terminologie est importante, quoi. Oui, parce que c'est l'identité derrière. C'est l'identité. Mais pour reprendre le sauvage, c'est aussi le mythe du sauvage, l'homme sauvage, très représenté dans les villes en France. Et c'est aussi, ça correspond aussi avec notre culture celte, si je puis dire, nos traditions. L'homme sauvage, c'est le connaissant. C'est le druide aussi, c'est celui qui est en rapport avec la nature. Donc là, on retrouve un petit peu une autre vision aussi de ces cultures, proches de la nature, qui en connaissait un petit peu les tenants, les aboutissants et comment vivre en harmonie avec tout ça. Voilà. En plus, il y a peut-être encore une autre précision à apporter. Oui. C'est, quand on dit peuple primitif, on dit, à l'époque de Classe ou les autres, c'est les Guaranis, les Guayanis, les peuples, les résidus de peuples, paléolithiques ou néolithiques si on prend plus proche. Donc en fait, il y a tous les peuples vraiment premiers, ceux qui naissent avec notre monde, donc avec la préhistoire. Il y a les peuples actuels qui se revendiquent comme tels. Donc c'est un peu flou tout ça. Et certains chercheurs ou militants prennent plutôt en avant le paléolithique, parce que pour eux il est mythifié, donc les primitivistes. Certains ne prennent que ceux du néolithique qui essayent de mettre sur pied une société un peu plus rationnelle, entre guillemets, mais encore pas trop contraignante. Voilà. Il y a ceux qui prennent les peuples actuels. Et alors si les peuples actuels, si on les prend en tant que tels, c'est ou des peuples qui vivent comme ont vécu leurs ancêtres. Et donc ça veut dire qu'on rejoint l'histoire de l'anthropologie, ou alors ce sont des peuples qu'on choisit de vivre comme cela. Et dans l'histoire de l'anthropologie aujourd'hui, ça c'est drôlement intéressant, il y a une remise en cause justement de l'aspect statique de ces peuples, et il est prouvé que beaucoup de peuplades qu'on pensait être primitives, c'est-à-dire qui vivaient un peu comme leurs ancêtres, c'est pas ça. C'est des peuples qui ont fui, ce que je disais un peu tout à l'heure, dans l'exemple du cru et du cuit, qui ont fui des sociétés trop difficiles, trop dures, trop autoritaires, trop violentes, trop étatisées, pour retourner à un état différent qui leur convenait mieux. Et donc l'idée de peuple primitif choisi, ou de peuple primitif descendant d'anciens, voilà, c'est toute l'ambiguïté et la richesse de l'anthropologie d'aujourd'hui. C'est génial. Et le bouquin de Scott, là-dessus, il est absolument merveilleux à lire, quoi, parce que il retravaille. Alors, il n'est pas le premier à lire ça. Sur Refuge, j'ai travaillé aussi par ailleurs sur les peuplades d'esclaves marrons qui fuyaient la colonisation. Il y a toujours eu des... Mais cette idée reprend de la force parce que on se dit, peut-être une grande partie des peuples qu'on dit primitifs sont des peuples qu'on choisit de vivre comme ça. Oui, voilà. Il y a des exemples de ça, de peuples qui ont connu l'étatisation et qui sont revenus. Oui.
Ah, d'accord. Oui, alors il y a des exemples en Amérique colombienne, Oui. il y a des exemples dans tous les peuplades dites primitives qui sont liées aux réfugiés marrons. Alors ce qu'on appelait les marrons, c'était souvent des noirs ou des métis qui fuyaient le système colonial et qui allaient créer une communauté en pleine jungle ou en plein marais, dans des zones complètement inaccessibles pour survivre. Oui. Donc ils créaient une forme de communauté un peu différente. Donc on appelait ça les Palombes, et Benjamin Perret qui a écrit un bouquin là-dessus parce que ça l'enthousiasmait. Et puis donc le bouquin de Scott dont je parle beaucoup, c'est un des derniers que j'ai lu, c'est pour ça que je l'ai en tête. Quand il analyse l'ensemble du sud-est asiatique, donc tout ce qu'il appelle lui la Zomia, c'est toute la zone montagneuse à la différence des collines, quoi, à la différence des plaines. Et dit dans les plaines des États bien constitués, autoritaires, fiscalisés, avec une agriculture importante, très développée, et dans les collines et dans les montagnes, des peuplades qui vivent la plus proche de la nature, avec culture surbrûlée, c'est une économie moins développée, mais il dit volontairement souvent, et puis surtout moins de chefferie, puis moins de réglementation. Et donc il montre que beaucoup de ces peuples qui se trouvent dans cette zomia sont des gens qui ont fui volontairement la zone des plaines, parce que pour eux c'était trop contraignant, trop dur à supporter, trop éprouvant sur le plan donc des contraintes politiques ou économiques. Et qu'on choisit de revivre autrement. Et est-ce que systématiquement, on peut dire que les sociétés, on va utiliser ce terme entre nous, comme ça ce sera plus clair, les sociétés primitives ont une chefferie faible ou pas de chefferie? Est-ce que c'est vraiment le point commun à toutes ces sociétés primitives? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est là où il faut qu'on soit honnête. Et puis, il y a eu de tout temps des sociétés autoritaires. Ou totalitaires. Je pense aux Incas, par exemple. Oui, voilà, bien sûr. Il y a eu des empires qui ont été atroces. Même chez les cultures mayas. Voilà. Il y avait déjà des mayas qui refusaient la domination des grands centres et qui vivaient en communauté en pleine jungle. C'était le même principe qu'aujourd'hui. Les Aztèques, c'était refusé par la plupart des autres peuples de Mésoamérique, donc de la zone Guatemala, Belize et Mexique, parce qu'ils n'en supportaient pas l'autoritarisme. Donc il faut faire attention, quand on parle des peuples anciens, des peuples dits primitifs, ou des peuples autres par rapport à nous, ils ont connu les mêmes travers qu'on a connus. C'est-à-dire qu'il y a eu des systèmes très totalitaires, très autoritaires, très théocratiques parfois. On dit ça qu'un chaman, c'est pas grave, quand le chaman il a tous les pouvoirs de droit et de mort ou de cuissage sur les femmes de la tribu, c'est un pouvoir hyper autoritaire. Donc on peut monter ça en épingle. Par contre, ça paraît assez logique puisque c'était notre culture. C'est les autres peuples, eux, qui avaient choisi de vivre différemment, qui sont intéressantes. Et là, c'est depuis Clastres qu'on est revenu sur la notion de chefferie. Alors, en philosophie, c'est l'époque où Foucault, Deleuze et les autres se posaient le même problème sur la notion de pouvoir. On peut revenir aussi sur la notion de pouvoir et d'autorité. Mais Clastres, il dit, attention, il y a du pouvoir, il y a de l'autorité dans toutes les sociétés. J'ai un pouvoir de discours, j'ai un pouvoir d'imposer mes idées par la persuasion, c'est un pouvoir qui dit. L'essentiel, c'est que tu ne l'utilises pas de manière autoritaire, dominatrice ou intolérante. Donc il dit, la notion de pouvoir, faire attention. Alors, ça existait partout. Par contre, dans les sociétés qu'il prend en exemple, et notamment dans le bassin amazonien qu'il a étudié avec sa femme, il dit là, la chefferie, elle existait, mais elle était soit temporaire, ça veut dire qu'il y avait une alternance du chef, qu'il veuille ou non, soit déconsidéré, parce que comme c'était le chef, pour en limiter ses pouvoirs, on s'amusait à le ridiculiser ou à lui brûler les fesses sur une chaise percée. Là, il y a un exemple de chaise percée qui est amusante. Alors, je ne sais plus dans quelle société c'est, mais on trouve ça dans des cultures sud-est asiatiques en Amérique latine. Je raconte l'anecdote, c'est marrant. Si, au contraire. Le chef venait d'être élu, on le faisait déculoter, on le mettait sur une chaise percée, puis on mettait le feu sous la chaise. C'est pas de dire que pour l'appareil génital, ça devait pas être heureux ni pour les fesses, et c'était une manière de lui dire, t'es dans une situation instable. Si tu fais une connerie ou si tu prends trop de pouvoir, tu seras éjecté comme n'importe qui, et donc il faut relativiser la fonction que tu viens d'obtenir. On te reconnaît comme chef, mais ça prouve que tu n'es pas un chef absolu. Et donc ces aspects d'humour anti-autoritaire, on va dire ça comme ça, il les met en avant dans beaucoup de sociétés. Et les chefs, donc, ils sont soumis souvent aussi à l'obligation de donner. Alors ça,
je ne sais pas si j'en parle maintenant ou pas, mais c'est l'école de Mauss, voilà. Ouais, Mauss, qui est le neveu de Durkheim, le sociologue. Marcel Mauss, qui est un socialiste, méconnu d'ailleurs dans l'histoire de la France, travaille sur les sociétés du don. Ouais. Les sociétés du don, là, il montre que au moment où tout le monde s'approprie de manière individualiste dans le système capitaliste les richesses, il y a un tas de sociétés qui ont vécu autrement, qui étaient là pour donner. Voilà. Et quand on donne, il faut avoir les moyens de donner. En plus, si on donne, il faut qu'on accepte de recevoir. Il faut que... Il y a tout un schéma là autour, et le chef, donc, qui était souvent nommé, la première chose qu'il devait faire, c'était distribuer toutes ses richesses. Et quand il n'y a plus de richesse, il est plus intéressant comme chef. Et donc... Il est remplacé. Voilà. Et ça, c'est repris dans beaucoup de sociétés. Alors, l'histoire du don, Mauss, c'est plus complexe. Je l'ai repris pour expliquer justement cette déréglementation de la chefferie stable et régulière. Et ça, je trouve ça super bien. Voilà, super bien. On désacralise le pouvoir et on contribue à le disperser. Et c'est pas neutre si je prends le terme de disperser. On a la chance d'avoir un sociologue aujourd'hui, un libertaire uruguayen de grande qualité qui s'appelle Raoul Zibecki, qui a passé son temps à parcourir les mouvements latino-américains en révolte. Donc le Chiapas, forcément au Mexique, les Aymaras des hauteurs de Bolivie, les mouvements des Mapuches au Chili ou en Argentine. Et à chaque fois, donc, il montre que ces peuplades, en fait, elles arrivent à résister à l'autoritarisme en dispersant d'une manière systématique le pouvoir, en multipliant les communautés, en multipliant les petits chefs. Plus il y a de petits chefs, moins il y en a un qui s'impose. Diviser pour mieux régner. Et donc on divise pour mieux régner. Et cette idée sympathique, elle est mise en application dans les communautés, surtout le cône américain, quoi, du sud au nord. Et donc il a écrit un bouquin qui s'appelle Dispersar el poder, disperser le pouvoir en espagnol, qui a été ces dernières années un des ouvrages les plus lus par toutes les sociétés en révolte ou en conflit en Amérique latine. Et ça reprend les idées de classe, quoi. Il ne le met pas forcément en évidence parce qu'il n'est pas forcément anthropologue ou il n'a pas fait le joie à ce moment-là. Et pour moi, c'est drôlement intéressant parce que ça permet de faire des convergences. C'est ça l'intérêt de travailler sur les utopies de manière globale, c'est qu'on arrive à faire des joints avec des urbanistes, avec des anthropologues, avec des militants qui sont sans doute à des années-lumière dans leur mode de vie ou autre, et puis qui disent la même chose sous d'autres formes. Et ça, c'est fabuleux. C'est la richesse de notre humanité. Oui, ça, je partage tout à fait. Les utopies, c'est vraiment c'est la trame générale. C'est comme si on tissait, on fait un tissu, et puis il y a des fils. Alors c'est la fil architecture, c'est le fil, je sais pas, anthropologie, c'est toute une trame. Et on fait des belles découvertes. Et on fait des découvertes extraordinaires. Oui, alors ça, tout à fait. Extraordinaire. Alors, je voulais reprendre, cette notion peut-être de don. Parce que Mauss, il me semble quand même qu'il avait une vision un petit peu... le don était une forme d'obligation. Tout à fait. Et est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on peut généraliser? Parce qu'il me semble qu'aussi le don peut être naturel. C'est-à-dire que dans certaines sociétés, donner, on donne, on reçoit pas. Il y a de tout. Je pense qu'il faut là encore classifier. Là encore, il faut pas non plus magnifier la théorie du don. Oui, parce que il me semble tu as totalement raison. J'ai pris le don tout à l'heure pour montrer l'aspect. On limite le pouvoir du chef. Mais dans la politique mise en avant et redécouverte par Mauss et ses collaborateurs. Donc le don, il y a le don, il y a l'obligation du don, l'obligation de recevoir et l'obligation de le restituer ou de le donner. Voilà. C'est 3 obligations. Donc c'est pas très libertaire ça. L'obligation, c'est pas en aucun cas. Et en plus, l'exemple qui prend l'origine du don, notamment du potlatch, je sais pas, que les situationnistes ont mis en avant, puis que les lettristes avant eux avaient utilisé. Voilà, faudrait peut-être expliquer ce que c'est que le potlatch. Alors le potlatch, eh bien, on a beaucoup de richesses, on les distribue, on se les répartit, on fait la fête, on bringue, on boit, et on désacralise le puissant qui a ces richesses-là. Tout en lui donnant de la puissance, puisque c'est lui qui organise la fête, quoi. Voilà. Et ça, c'est le don communautaire, notamment des communautés amérindiennes du Nord-Amérique. Oui, c'est ça. La plupart, c'est parti des communautés du Nord-Ouest Pacifique,
Kingult, les Kavgult, je prononce très mal, mais qui sont des peuplades qui sont pas très représentatives parce que c'est parmi les plus riches. Elles ont la chance d'avoir du saumon en abondance sur la côte pacifique. Elles peuvent faire un commerce éblouissant des trocs qui a leur intérêt. Donc c'est pas des sociétés très libertaires en fait. Pourtant c'est de là surtout qu'est devenue la recherche du potlatch. Alors le potlatch, ce qu'on a obtenu du situationnisme, c'est la fête. La rêverie, on désacralise la richesse, la propriété. Ils ont schématisé une notion qui n'était pas aussi libertaire que ça. Voilà. Tout à fait. Et quand on oblige donc à donner, si on oblige à donner, attends, moi je ne veux pas donner ça. Alors ça concernait que les biens communs, pas les biens strictement individuels. Je n'étais pas obligé de donner mon arc si je vis de mon arc par là. Mais malgré tout, ça désacralise la propriété. Alors, beaucoup de gens qui ont suivi Mauss et ses idées ont dit oui, bon, c'est vrai qu'il y a l'obligation, mais elle n'est pas toujours aussi forte. Et quand elle n'est pas forte, ça rejoint le don à titre gratuit, ça rejoint l'aide mutuelle de Kropotkin, ça rejoint la communauté réciproque la plus solidaire qui puisse exister, et donc on peut l'interpréter aussi autrement. Mais il y a les deux interprétations. Voilà, tu avais raison de le signaler. Si on prend au sens stricto sensus, c'est une obligation, c'est-à-dire un rituel très codé. Voilà. Oui, tout à fait. Ce que nous, on a retenu, c'est la désacralisation de la propriété, et puis cette volonté de la mieux répartir. Ça, c'est une vision très idéaliste du don de pas mal de sociétés. Oui, tout à fait. Puis derrière, il y a quand même une vision, faut pas oublier que l'anthropologue ou l'anthropologue anarchiste a quand même cette vision, il a une lecture quand même, une grille de lecture de toutes ces sociétés, qui fait que quelque part, il analyse un petit peu, il a une vision, voilà. Ça rentre dans un cadre qui est celui-ci. Avec des niveaux différents selon si on est d'abord anthropologue ou si on est d'abord anarchiste militant. Oui, ou si on est tout simplement ouvert à la vie. Voilà, si on est simplement ouvert, je pense. Mais il y a... Alors, on peut parler peut-être du primitivisme. Ah oui. Parce que là, ça va peut-être le coup. Alors voilà, justement. Parce qu'il y a des militants anarchistes hyper conséquents, avec beaucoup de travail théorique, de recherche et autres, qui ont une vision du bon sauvage absolu. C'est-à-dire que, hormis le paléolithique, rien n'existe, quoi. Ça veut dire que le chasseur, cueilleur, pêcheur du paléolithique, qui vivait dans sa zone rurale avec le monde en abondance de fruits, ça c'était bien. Dès qu'on introduit une bribe d'agriculture, dès qu'on construit une petite ville, dès qu'on va mettre un petit peu de religion là-dedans, c'est la révolution néolithique. Alors là, c'est la perversion absolue qui commence. Et donc, toute notre société mauvaise aujourd'hui dépend de là. Donc, primitivistes, ça, ils le prennent au premier sens du terme. Alors, le plus célèbre d'entre eux, c'est John Zerzan, un états-unien, et qui dit, ben oui, voilà, à l'époque, il n'y avait pas de maladie, c'était l'ère d'abondance. Alors, là aussi, il faudrait revenir aussi sur Marshall Salin et d'autres, mais bon, on ne va pas tous les citer. Mais il y a quand même des études d'anthropologues sérieux qui ont montré que dans des sociétés où on consomme peu, l'abondance, elle existe. Bien sûr. Il n'y a pas besoin de produire en masse, donc c'est les décroissants d'aujourd'hui, en simplifiant un petit peu. Voilà. Mais bon, pour Zerzan, c'est ça. Et il en va dire des bêtises, quoi, parce que dans le paléolithique, il y a encore des violences entre sexes, il y a encore... On voit bien, mais quand on analyse les corps des préhistoriques, ceux qui font cette analyse, il y a des crânes fracassés, il y a les égorgements rituels à la mort d'un chef haillon. Donc on ne peut pas idéaliser une société où la vie était aussi peu considérée, quoi. En plus, dire qu'il n'y a pas eu de maladie, que c'était l'époque sans maladie, c'est ridicule. Le nombre de crânes, il y a des crânes trépanés dans la... Moi, je suis un peu historien. Il y a des crânes trépanés qui montrent qu'on essayait de soigner des maladies à l'époque. Donc, dire qu'il n'y a pas de... Bon, parfois, c'est presque un peu ridicule. Parce que c'est dans l'excès. Alors, je comprends bien qu'ils veulent dénoncer une civilisation. Comme disait Fourier, la civilisation, c'est mauvais, hein. C'était un fourriériste pour civilisation, c'est l'antithèse de ce qu'on entend. Pour lui, c'est la mauvaise société. Je comprends bien, mais à trop forcer le trait, on se déconsidère. Moi, je pense ça, quoi. Je pense ça personnellement. Et il n'y a pas que lui il y a eu pas mal d'écoles là-dessus. Alors, il y a les intégristes verts, il y a aux États-Unis qui ont repris alors pas pour des visions anarchistes, pour des visions plus autoritaires, mais qui disent la même chose. Il
Il y a un peu les ex-situationnistes aussi. Ouais. Je pense à celui moi, que je préfère lire, qui est Raoul Van Hayegem, je ne sais pas trop comment on prononce son nom, qui est sans doute le plus libertaire des anciens situats. Il dit la même chose, quoi. Il y a des formules qui sont... à l'époque, c'était tout bien, chasseur-cueilleur, machin. C'est pas vrai, voilà, c'est pas vrai. En plus, ils n'étaient pas tous comme ça. Voilà, donc le primitivisme fait plus de mal qu'autre chose. Mais ils sont très minoritaires, très marginaux au sein de l'anarchisme. Mais ouais. Michel, est-ce que vous ne croyez pas que ces primitivistes, en fait, ils croyaient en l'âge d'or ? Si. Est-ce que c'est pas ça qui finalement attire même les anarchistes? C'est pas l'âge d'or qui fait que ça nous tire? Je vais faire une petite, pas une digression, mais un petit encart pour signaler un livre qui n'a rien à voir avec notre sujet, enfin quoique, La mécanique des relations d'Emmanuel Yves Monin, et page 51, il parle de l'attrait pour les primitifs, en parlant d'un idéal quand même, des échanges authentiques, de la convivialité, on est toujours l'enthousiasme, voilà, la joie de vivre, le juste vivre aussi. Ça c'est important ça, hein, dans le rapport avec la nature, avec un grand N. Oui. Donc on voit bien qu'il y a quand même un idéal. Ah bon, pardon. Donc on voit bien qu'il y a quand même donc on voit bien qu'il y a un attrait pour quelque chose d'idéal, ce fameux âge d'or que les primitivistes en fait je pense que c'est ça hein, qui les motivait. Oui, c'est quelque chose de proche, je veux pas dire que c'est ça parce qu'il n'y a pas la croyance dans l'âge d'or. Ouais. C'est quand même des athées, c'est quand même des gens qui ont une vision très critique sur la naissance du monde, sur tout ce qui est religiosité. Hein. Ouais. Mais il y a un peu de ça aussi parce que à trop magnifier une société dont on connaît quand même pas énormément de choses, il y a tellement de choses encore à découvrir, il faut faire attention, quoi. Oui, donc ils ont forcé le trait, je le pense. Ouais. Là, ils sont pas les premiers. Moi, en tant qu'historien aussi, j'ai retrouvé des traces de primitivistes en moi, quoi. Il y avait des individualistes anarchistes français, la case Duthier notamment, et puis l'écrivain Anne Riner, qui est un petit peu réédité aujourd'hui, qui ont écrit des dizaines et des dizaines d'ouvrages dans les années du début du XXe siècle et qui étaient très connus de tous les milieux libertaires. Il disait ça, quoi. Ouais, à l'époque, c'était bien, c'est ça l'anarchie qu'on veut. Donc là, c'était une vision un peu édulcorée ou magnifiée comme l'âge d'or. Ouais. Et puis j'ai retrouvé aussi dans mes recherches sur l'Équateur un militant syndicaliste anarchiste qui s'appelait Vélis, qui était anti-poblationniste, alors qui était contre toute création de peuples, de villes, en disant tout ça, de toute manière, à partir du moment où on crée, on est sûr qu'on est fichu, c'est les lois, sur le plan des libertés, on est rappelé. Et c'est un militant, c'est un des dirigeants du mouvement ouvrier de Guayaquil, dans les années 20, quoi. C'est pas rien, c'est pas quelqu'un d'anodin. Il milite, il est partisan d'une société autre, et puis il s'oppose à tout, quoi. Ouais. Et donc Zerzan, qui ne connaît sans doute pas ce qu'il ne cite jamais, je devrais y envoyer cette référence. Il y a bon, ça, moi je pense que ça fait partie de l'excès, un peu comme la vision sur le don qu'on magnifie trop. Oui, tout à fait. Faut faire attention, quoi. Mais c'est intéressant parce que pour reprendre le don, aujourd'hui on parle de l'économie du don. Oui. Donc finalement tout ça a des suites. Hein. Oui. Et on ne sait plus de quoi on cause. Parce que quand on parle d'économie du don, on fait référence à Mauss, sans connaître ce qu'il a dit, ce qu'il a mis en avant. Donc le don, c'est plutôt l'aspect aujourd'hui générosité, fraternité, appui mutuel. Donc on fait le saut à Kropotkin un peu. Oui. Mais on ne connaît pas mieux. On le connaît pas mieux. Ouais. Oui, tout à fait. Exactement. Donc c'est bien de décrypter tout ça. Voilà. Exactement. Alors vous écoutez Vision de demain numéro 4 en compagnie de Michel Antony pour évoquer l'ethnologie libertaire. Alors Michel, on était en train là de parler de l'âge d'or, des primitivistes. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait donner, pas redéfinir parce qu'on l'a déjà fait, les sociétés primitives, mais peut-être les valeurs qui ont été les valeurs communes aussi avec les anarchistes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que qu'est-ce qu'on tire de ces sociétés primitives qui fait que les anarchistes ou les anthropologues finalement sont attirés? Il y a un attrait. Alors il y a un attrait militant. Parce que ça confirme ce pourquoi on se bat. Ouais. Il y a un attrait scientifique, parce que ça confirme ce que des gens qu'on aime bien ou dont on se réclame ont déjà dit. Et puis, il y a un attrait aujourd'hui alternatif par rapport à la misère du monde. Et l'intérêt de l'anthropologie libertaire aujourd'hui, je pense par exemple à David Graeber, qui est à mon sens le plus représentatif de
l'anthropologie anarchiste, parce qu'il se réclame comme tel. Il fait même pour lui la démocratie au sens propre du terme, c'est le synonyme d'anarchiste, donc il est un peu provocateur. Ouais. Il dit l'analyse des peuples anciens, analyse des peuples dits primitifs actuels, analyse des nouveaux mouvements sociaux et des revendications qui sont les leurs, convergent avec ce qu'a été la doctrine anarchiste. Donc ça répond à ta question, c'est quoi tout ça? C'est quoi qui est en commun entre tout ça? Alors, il y a plusieurs choses en commun, je vais essayer d'en définir quelques-unes, au risque d'en oublier, hein, ça c'est évident. La principale, c'est la notion de communauté. Je pense que ça c'est important, notion de communauté, ou d'association, si on fait l'anthropologie des syndicats libertaires, par exemple, comme ça se passe avec les anthropologues de Cadiz, en Espagne, qui sont spécialisés là-dedans. La notion de communauté, elle a été mise en avant par l'ensemble des chercheurs anthropologues, et puis surtout par les indigènes eux-mêmes, qui disent, nous, on avait le sens de la communauté, on avait le sens de la communalité, on avait le sens d'un monde où on n'était pas dans l'ignorance des uns des autres, mais on était dans l'écoute, avec les réactions qu'il fallait, donc l'entraide, je vais revenir là-dessus ensuite. Donc cette notion de communauté, c'est le premier point. Et les libertaires, ben ça c'est ce qu'ils disent depuis la nuit des temps. Quand on dit la nuit des temps, si on monte au premier vrai anarchiste revendiqué, qui est William Godwin, le Britannique au moment de la Révolution française, lui met en avant, alors dans son époque les communautés c'est les paroisses, mais les petites communautés, celles-là c'est plus facile à vivre, on se connaît, on peut mieux limiter le pouvoir des chefs et puis on peut mieux s'entraider. Proudhon, c'est l'association et le mutualisme des petites communautés. Kropotkin, ce sont les communautés qui se retrouvent au Moyen-Âge ou dans les sociétés primitives. Et les Indiens du Chiapas, les Amérindiens du Chiapas, ils disent la même chose aujourd'hui. Donc, ça c'est une lueur étonnante, fabuleuse. Donc la notion de communauté. La deuxième notion, c'est la notion de dignité, qui n'est pas propre aux anarchistes, mais qui est propre à tous les indigènes, qui est propre à tous les mouvements qui revendiquent l'humain en priorité. La notion de dignité est mise en avant par tous les textes amérindiens ou les groupes des Kurdes qui nous ont sorti récemment, des minorités africaines ou asiatiques. La dignité, c'est reconnaître ce qu'on est, dans notre diversité, dans notre particularité, dans notre altérité, disent-ils, même s'ils utilisent moins ce terme, mais on est identique aux autres. On a le même droit, et les mêmes, donc la dignité. Or, on a été écrasé par l'histoire, on a été dominé, on a été méprisé, on a été hiérarchisé. Et cette notion de dignité, ben ça c'est le propre de la pensée anarchiste, qui a toujours lutté là contre, qui ne se bat pas pour une classe, qui ne se bat pas pour un mouvement, qui ne se bat pas pour une ethnie, qui se bat pour l'universalité de ce qu'est l'homme, l'homme au sens général des termes, de l'être vivant. Donc ça c'est le deuxième point fort. Le troisième point fort, c'est ce que j'appelle le kropotkinisme. Voilà. Alors Kropotkin, surtient, il écrit beaucoup, mais je pense que son ouvrage majeur, c'est l'aide mutuelle, l'appui mutuel ou l'entraide, comme on l'a traduit en français. Et il dit, dans sa lutte, lui, contre les néo-darwinistes de son époque, ce que je disais tout à l'heure, il dit non. Dans la société ancienne, dans les sociétés animales aussi, dans les sociétés du Moyen-Âge, les guildes marchandes, dans les sociétés syndicalistes d'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas la lutte pour la vie qui compte, c'est l'entraide pour la vie qui compte. Et donc l'homme a une autre dimension, et quand on rattache ça avec les recherches de Mauss et de son école sur le don, quand on rattache ça aux idées de fraternité d'aujourd'hui ou anciennes à l'époque des mouvements ou des mouvances plus religieuses, quand on met en avant ça sur les notions d'échange et de troc solidaire, on se rend compte que là on touche un point fort essentiel, qui donc valide Kropotkin, valide les anthropologues libertaires, et en symbiose avec les nouveaux mouvements sociaux. Le quatrième grand axe qu'on retrouve dans les sociétés anciennes, et puis qui est commune à tous ces trois mouvances que j'ai citées, c'est l'anti-autoritarisme. Alors ça, c'est quand même quelque chose de fort. On a une vision du monde où, hormis l'État, point de salut, où hormis le chef ou le pouvoir charismatique de tel ou tel, on ne s'en sort pas. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des sociétés qui ont vécu en caricaturant les chefs qui les dirigeaient, en mettant en cause les idées de pouvoir, en vivant autrement, en ne mettant pas en place des États tout-puissants, bureaucratisés, comme malheureusement notre XXe siècle sauvage, au sens péjoratif du terme, nous l'a montré, les barbares, c'est les civilisés. Les barbares, c'est les civilisés au XXe siècle. Et donc,
ce point anti-autoritaire est essentiel. Essentiel, et ça, l'anti-autoritarisme, c'est synonyme d'anarchiste au moment de la Première Internationale. Il s'appelle socialiste anti-autoritaire, par opposition aux marxistes qui sont les socialistes autoritaires ou étatistes. Voilà. Donc le point commun est facile à faire. Et pour limiter justement l'autorité, eh bien, l'autre point commun qu'on retrouve dans ces sociétés primitives ou les sociétés actuelles ou les nouveaux mouvements sociaux ou le mouvement anarchiste, c'est le fait que pour éviter d'avoir une société trop bureaucratisée, trop prégnante et trop contraignante, il ne faut plus vivre en pyramide, il faut vivre horizontalement. Donc l'égalité, là. Donc l'égalité revient au premier plan, mais pas seulement. Il faut disperser le pouvoir sur le plan horizontal, il faut que tout le monde soit à peu près au même niveau, donc l'aspect égalitaire. Il faut que chaque pouvoir local soit égal ou identique à un autre, en tout cas en termes de proposition d'écoute. Et donc il ne faut plus de systèmes pyramidaux. Et l'horizontalité, qui est un terme qui a été repris surtout par le monde hispanique, par l'Amérique latine, qu'on retrouve aujourd'hui partout, il est intéressant parce qu'il est en symbiose avec une utopie du XXe siècle qui est l'Internet. Oui. Même si l'Internet a des centres forts de pouvoir, de contrôle et autres, ce qu'on sait bien, il a quand même mis en avant un autre paradigme, qui est le paradigme du réseau. Et le réseau, l'horizontalité, c'est ce qu'on retrouve dans ces peuples-là d'anciennes. Et ça, c'est fort. Parce que ça veut dire qu'on parle des choses communes sans le savoir. Que les communautés mayas qui vivent un fédéralisme sans le savoir, elles renouent avec le fédéralisme Proudhon de Kropotkin, alors qu'elles n'en connaissent rien du tout. Ces leaders-là, ou très peu en tout cas. Elles ignorent même, les communautés mayas, l'histoire si riche pourtant de l'anarchisme mexicain. Mais elles redécouvrent, elles revalident ces idées-là. Donc quand on a pris ça, communauté, dignité, les aspects de lutte contre le pouvoir, l'horizontalisme, les nouveaux mouvements sociaux, qui est le propre justement de ces nouveaux mouvements, puisqu'ils ne veulent pas de chef, ils se méfient de tout pouvoir institué, de toute idéologie ou tout système, ça renoue avec la pensée anarchiste et ce qu'on pense aujourd'hui que peuvent être beaucoup de peuples dits primitifs. Et ça, c'est très intéressant. Et je voudrais revenir sur la notion d'égalité, parce que ça me fait penser que certaines civilisations, alors là, je ne vais pas utiliser le terme de société primitive, mais certaines civilisations étaient quand même hiérarchisées. C'est-à-dire qu'en fait, cette horizontalité, est-ce que c'est pas non plus une image d'un aboutissement de société, peut-être un peu de décadence en même temps, parce qu'on arrive à un arasement, alors j'exagère, hein, je caricature un petit peu, alors que finalement les sociétés quand même, on va utiliser le terme de traditionnel, avait quand même une hiérarchie, il y avait quand même, au contraire, il faut une verticalité parce qu'il y a une élévation, et donc quelque chose ou quelqu'un qui élève. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être très discutable. Tu abordes beaucoup de problèmes. Oui. C'est la différence entre égalité et puis uniformité. D'abord, qu'il faudrait clarifier. Être égaux, c'est pas être les mêmes, c'est pas être des robots. Voilà. Y avait une formule dans l'Antiquité à l'époque de Clisthène, Athénien et autres. Je me souviens plus du terme qui était utilisé, mais c'est comme les épis de blé. Les épis de blé, les hommes, on les coupe tous au même endroit, comme ça, sont tous égaux, tous la même taille. Ça, c'est le totalitarisme absolu. L'égalité, c'est au contraire la reconnaissance de la particularité. Ça veut dire que l'égalité, c'est reconnaître qu'il y a qui sont différents et qui peuvent être peut-être plus en avant, plus riches ou autres. C'est la grande richesse d'un Fourier, ça. Qui joue sur ça, qui justement ne veut pas d'égalitarisme parce que c'est réducteur et négateur de l'humanité, mais qui au contraire valorise les différences pour mieux rendre l'utopie plus viable et plus en accord avec la vie. Donc c'est pour ça que ce plan-là, c'est important. Alors après, l'égalité, quand on a compris ça, donc c'est pas l'uniformité, mais ça veut dire que ça reconnaît la diversité, ça reconnaît la dignité dont je parlais tout à l'heure. Chacun, dans sa dignité, dans son autonomie personnelle, il peut s'exprimer, il peut postuler pour prendre une charge de pouvoir s'il y a besoin d'en prendre. Il peut dire « Ah non, ça, je ne suis pas d'accord, je me retire parce que c'est mon droit ». La possibilité justement de se retirer de collectifs trop prégnants ou trop autoritairement constitués. Et donc, c'est très important de faire cette nuance-là. Et l'égalité qui nous semble, nous, un critère beau et autre, et à revendiquer, à mettre en premier, eh bien, l'égalité des pays socialistes à l'époque soviétique, c'était une égalité qui était hyper contraignante et
hyper traumatisante pour ceux qui l'ont vécu. C'était pas d'égalité, c'était un monde robotisé un peu. On perdait notre dignité et notre diversité. Et donc, ce qui fait la force des anthropologues, on peut ajouter 6e critère à mon énumération tout à l'heure, c'est pluralisme et diversité. Voilà. Et pluralisme et diversité, je les emploie en même temps, c'est reconnaître que notre monde est divers, que les gens sont divers, qu'on a le droit à vivre différemment, qu'on a le droit à penser différemment, à tester différemment, à expérimenter différemment, à voir par l'échec si ça marche ou si ça ne marche pas. Ben ça, c'est Enrico Malatesta, anarchiste italien, qui le dit, c'est Luigi Fabri, un autre anarchiste italien, qui le dit, c'est Raphaël Barrett, un anarchiste paraguayen, qui le dit. Ils disent ça vers 1910-1920, c'est-à-dire avant que l'anthropologie libertaire d'aujourd'hui explose. Parce que ça fait partie de la reconnaissance de la vie. Si on est contre ce qu'est la vie et nos êtres, on est forcément dans le totalitarisme parce qu'on impose un système. Voilà. Et donc, on retrouve ça. Alors, ça ne veut pas dire que les communautés indigènes n'ont pas eu ce travers. Hein. Eh oui, voilà. bien sûr. Oui, il ne faut pas non plus idéaliser ça. Je me souviens moi, d'un débat à propos des indigènes de l'Équateur. On dit, ben voilà, ils ont acquis beaucoup de choses, ils ont conquis beaucoup d'autonomie, on leur donne la possibilité de régler leurs propres affaires. Il y avait une histoire dure alors, je ne sais plus ce que c'était pas un viol ou je ne sais pas quoi. La communauté amérindienne a appliqué la loi du talion avec torture sur le... moi, c'est pas une forme de civilisation qui me convient. Et pourtant, c'est l'autonomie des indigènes. Donc, il faut faire attention des fois avec les critères qu'on emploie. Oui, donc c'est certain. Après, pour rebondir sur un autre point de ton intervention, ça pourrait être la notion de pouvoir. Oui, voilà, j'allais dire, oui, tout à fait. J'aimerais bien qu'on aborde ce point-là. Alors, depuis Foucault, mais on le sait par d'autres chercheurs avant, et puis par d'autres penseurs politiques, la notion de pouvoir, elle est inhérente à l'humanité. C'est quoi le pouvoir? J'ai le pouvoir d'écrire, j'ai le pouvoir de bien parler, j'ai le pouvoir de bien creuser, je suis costaud, j'ai le pouvoir d'être bon à tel sport ou autre parce que c'est ma passion. Ça, c'est la capacité. C'est la capacité. C'est une forme de faire quelque chose de différent des autres, qui me rend peut-être supérieur à ce moment-là aux autres parce que je suis meilleur que l'autre dans cet aspect-là. Mais si je n'utilise pas ce pouvoir comme une forme de domination, eh bien, pourquoi je ne l'aurais pas? Par contre, le pouvoir que condamnent les sociétés dites primitives, les anarchistes ou autres, c'est le pouvoir dominateur. Celui qui contribue à figer des sociétés et à donner le pouvoir à une petite élite et à un petit groupe qui va en abuser et qui va donc imposer ses normes. Et ça, c'est tout le débat sur la notion d'autorité aussi. Bakounine avait une belle formule, fondateur russe de l'anarchisme. Il disait, moi, j'ai besoin de savates, je vais aller chez ou de sabot, je vais aller chez un sabotier, puis je vais lui faire confiance, je dis, voilà, je lui donne ça. J'y connais rien dans le travail du bois, je reconnais son autorité. Il a un pouvoir sur moi, il est capable de faire des sabots, moi pas. Mais c'est moi qui lui demande, et je n'accepte que temporairement son autorité. En aucun cas, c'est lui qui va dicter ma vie pour porter les pantalons ou choisir ma compagne. Voilà. Et donc, c'est vachement bien comme formule, parce que ça permet de comprendre qu'il y a des gens qui, par leur spécialisation, leur savoir-faire, leur être ou leur force physique ou autre, ont peut-être un certain pouvoir. S'ils l'utilisent à bon escient et sans domination, c'est recevable. Et donc, depuis Foucault et depuis les anthropologues libertaires, on a beaucoup travaillé sur cette notion-là. Toutes les sociétés sont parcourues par des pouvoirs. Toutes les sociétés ont connu même des moments de violence, quel est le pouvoir absolu, celui-ci. Toutes les sociétés, Clastres notamment, analyse la notion de guerre dans les sociétés dites primitives, ont des aspects comme ça. Même Proudhon écrit Guerre et paix, qui servira de modèle au bouquin de Tolstoï du même nom par la suite. Des fois, on est un peu étonné de les voir. Et puis en fait, ils prennent la réalité des choses. Ils disent, c'est pas nous qui avons inventé ça. Est-ce que c'est propre à l'homme ou pas? Vu que ça a toujours existé, peut-être. Le problème, c'est comment une société se donne les moyens pour limiter ça, pour en empêcher le désastre totalitaire ou systémique qui provient de cela. Et l'anthropologie libertaire, sur ces aspects-là, donc, elle a revu ces notions de pouvoir. Et je vais reprendre un point pour bien expliciter, parce qu'elle n'est pas toujours claire, c'est la notion de dispersion. Si les Aymara, ces mouvements donc, amérindiens de la plupart du Conandin,
recréent leur communauté. Et quand ils sont transposés dans des villes comme La Paz ou autres, et qu'ils recréent des comités de quartier, comme ils avaient des comités de village avant, c'est parce qu'ils ont pensé que partout, en multipliant les petites communautés ou les petites associations, et en limitant donc le pouvoir central qui aurait pu naître d'un mouvement plus large, ils maintenaient l'autonomie, la liberté et la possibilité de création autonome des diverses communautés. Et ça, c'est une bonne idée de comment on peut contrer un pouvoir qui risque à devenir contraignant totalitaire en le dispersant, en le réduisant de manière politique. Ça porte un nom, ça. Hein. Ce qu'ils font aujourd'hui en dispersant le pouvoir, c'est le fédéralisme. C'est le fédéralisme. Le grand penseur du fédéralisme au niveau de l'anarchisme, c'est Proudhon. Hein, l'esprit fédéraliste, il a été repris par l'espagnol Pi Margall à l'époque, qui était un peu proudhonien, mais c'est eux qui lancent vraiment cette idée-là. Comment on peut empêcher un pouvoir trop pyramidal de nous écraser? Eh bien, il faut multiplier les petits pouvoirs locaux, il faut rendre aux gens un pouvoir à eux qui peuvent contrôler, qui peuvent assumer partiellement, qui peuvent faire à leur manière, et c'est donc ça qui importe. À condition que tout ça, justement, il y ait quand même un fil qui relie tout ça, parce que les fédérés, ils font ce qu'ils veulent dans leur coin. Voilà. Bon. C'est un fédéralisme, forcément, par reconnaissance des composantes, hein, avec le droit de sécession. Là, ça, c'est un point fort de l'utopie anarchiste, le droit de dire, bah, moi je peux refuser puis être ailleurs, à condition que je n'en profite pas pour... Si on revient sur l'aspect domination, comment parler dans certaines sociétés primitives? Il y a par exemple le rôle du chaman ou du sorcier. Alors là, on peut quand même parler de pouvoir, mais aussi d'une certaine domination. Oui, tout à fait. Moi, je n'esquive pas du tout ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Parce que quand même, il y a une petite différence entre le chamanisme des sociétés primitives et puis les religions du salut, par exemple, qui sont les nôtres. C'est qu'on a une immense structure hyper organisée avec des clergés puissants, y compris dans l'islam. On dit qu'il n'y a pas de clergé, mais quand on voit le rôle des ayatollahs iraniens, il faut arrêter le cinéma, quoi. Il y a bien un clergé aussi. Et le chamanisme... ça reste quand même des structures un peu lâches, et puis parfois remises en cause, comme les chefferies dont j'ai parlé. Ça n'empêche, et tu as tout à fait raison, dans certaines sociétés, il y a eu une sorte de théocratie chamanique. Et oui, on trouve ça dans quelques peuples de la Zomia qu'il décrit. Donc... quand on voit en Afrique, par exemple, le sorcier du village, il a un véritable pouvoir. Voilà. Quand même. Donc on peut parler quand même de l'aspect domination, tout ça c'est un peu quand même un petit peu en question quand même. Hein. C'est un peu ambigu, donc ça nécessite la multiplication des analyses locales. Il faut voir comment gérer le chaman ou le sorcier dans telle ou telle société. Dans telle société, il est promu au rang de chef ou de conseiller du chef, donc à ce moment-là on a une structure pyramidale clé. C'est les empires aztèques, hein. Oui, exactement, je pensais aussi, oui. Et puis, dans d'autres cas, le chaman, il est comme le petit chef caricaturé que montrait Clastre ou d'autres. Il est mis de côté, on se moque de lui, et puis on va le voir quand on est vraiment malade, mais sous le reste, on le charrie ou on le met de côté. Et il y a, encore une fois, des diversités énormes entre sociétés humaines, y compris localement. Hein. Dans la société amazonienne, tu peux avoir des sociétés qui sont anarchisantes ou libertaires d'emblée, puis des sociétés hyper... Et ça, c'est la diversité humaine, voilà. Elle existe. On ne peut pas mythifier l'un ou l'autre. Elles existent les deux. Et ça me fait penser aussi à René Guénon. René Guénon, dans son livre, il a écrit un livre qui s'appelle Pouvoir temporel, je trouve, pouvoir spirituel et temporel. Enfin, il montre bien les deux côtés, c'est-à-dire il y a celui qui a le pouvoir temporel, bon, voilà, qui va être amené à bouger, justement. C'est celui qui a les fesses sur sa chaise. Et il y a le pouvoir spirituel qui, on pourrait dire, est donné par Dieu. Le chaman, en fait, choisi par l'esprit, voilà, il a cette vocation-là, ce travail-là à faire. Donc, la société primitive, elle a quand même une dimension dont ne parlent pas ni les anthropologues, ni les anarchistes, une dimension, entre guillemets, spirituelle. J'aime pas tellement ce mot-là. Ils en parlent. Voilà, parce que quand même, il y a cet aspect-là, hein. Et les anthropologues en parlent, parce qu'il y a des anthropologues qui sont spécialisés dans ces questions-là, justement. Les anarchistes un peu moins, parce qu'ils contre ça, ils s'y opposent d'emblée. Mais le chamanisme est pris en compte très, très largement dans le sud-est asiatique.
il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus. Et justement, il montre que les sociétés les plus contraignantes, c'est les sociétés où les religions sont dominatrices et organisées. Oui. Des formes de bouddhisme, du christianisme notamment, qui sont présentes, et de l'islam. Oui, oui. Donc là, on a des sociétés où la religion, comme l'État, sont en symbiose parce qu'ils fonctionnent de la même manière. De manière assez autoritaire, de ne pas laisser la liberté aux gens. Et il dit, dans les sociétés donc, de montagne ou de colline, on est revenu à des formes plus vagues de religiosité, en tout cas moins contraignantes, avec des chamans parfois très forts, parce qu'ils ont un pouvoir charismatique ou millénariste. Je vais revenir sur le millénarisme. Ah, oui. Et il dit, c'est vrai qu'il y a un risque, mais il est moins fort que dans une société clergée organisée, avec récupération de la dîme dans les milieux chrétiens ou autres, où là, on n'a pas de solution alternative. Voilà. Et donc, on revient là-dessus. Et en plus, il dit, dans ces sociétés donc, chamaniques ou païennes, où le paganisme est encore fort, la pluralité des dieux ou des esprits sont importants, il dit, il y a beaucoup de mouvements spontanés de révolte, donc qui se relient au millénarisme du christianisme ou autre, où justement, au nom d'une religion vécue simplement, on pense que on peut bouleverser les choses, ici et maintenant, recréer une sorte de paradis ou d'âge d'or sur Terre. On se lance dans des mouvements donc, qui ont une ampleur, qu'on a connus en Europe, qu'on connaît au Brésil, qu'on connaît en Asie du Sud-Est. Et dit ça, c'est pour les sociétés qui ont ces mouvements-là, c'est un moment de dérangement, parfois de violence et parfois aussi de xénophobie contre certains groupements. Il ne faut pas voir que les bons côtés. Hein. Comme quand les croisades se faisaient populaires, on tuait les juifs sur le passage. C'était parfois horrible par rapport à l'utopie qu'on pouvait leur donner. Mais dit, par contre, ça empêche les sociétés de se figer définitivement. Et donc ces révoltes millénaristes à répétition sont une valve de sécurité supplémentaire pour empêcher le pouvoir totalitaire de s'imposer. Ah oui, c'est ça, ça le millénarisme. Et le millénarisme, c'est un terme chrétien, oui, tout biblique, à fait. Oui, tout à fait. Mais c'est cette volonté donc de prophètes, de responsables charismatiques, un peu spirituels, qui rapportent un monde nouveau qui permet de faire le ménage. Alors, on trouve ça dans toutes les religions. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'on limitait ça surtout au mouvement sur la parousie, sur le mouvement chiliaste et autres à l'ère biblique. Et aujourd'hui, on trouve ça dans le bouddhisme, dans les cultures amérindiennes. Donc c'est bien une constante. C'est généralisé, ça. Une constante de l'humanité. D'aller toujours vers ce... Et l'intérêt, disent les anthropologues, et notamment Scott, il dit, ça c'est une vision dérangeante de la religion, parce qu'elle sort des schémas et des règles, et elle donne aux populations locales la possibilité de s'exprimer directement. Ils disent, pas toujours beau, mais c'est une preuve de liberté énorme. C'est libertaire, c'est totalement, c'est libertaire. On retrouve ça un peu chez Ernest Cœur de Roy, un des premiers anarchistes français du milieu du 19e, chez Bakounine, dont j'ai parlé. Eux, ils avaient transposé ça chez les Cosaques. Il y a Ernest Cœur de Roy, alors Cosaques, c'est un peuple aussi primitif, ancienne, parce qu'ils ont des règles communautaires de rotation des chefs. Donc c'est les steppes d'Asie, on les voit comme ça, la Mongolie ou je sais pas. Non, c'est le sud de la Russie occidentale, c'est ça. Autour de la Crimée, tout ça, sur le Don, un peu jusqu'à la Volga. Et ces peuples, Ernest Cœur de Roy disait « Hurrah, la révolution par les Cosaques !» Alors pour lui, c'était les barbares. Donc c'était l'aspect péjoratif qu'on retrouve, mais ça va permettre de tout virer notre civilisation hyper cotonnée et réglementée pour amener un souffle vital qui va nous sortir de tout cela. Bakounine dit la même chose, lui. Il rêve des vieilles révoltes qu'a connues toute la paysannerie russe, souvent les Cosaques, notamment celle de Pougatchev, qui est de l'époque moderne, où il y a eu c'est les Spartacus de l'époque moderne, C'est des rébellions qui apportent un souffle, alors souvent un souffle libertaire au sens politique, un souffle aussi messianique de transformation, parce qu'ils ont aussi des traditions, des cultures religieuses. Et l'entraide aussi. Et il dit, il faut jouer là-dessus. Alors, c'est les barbares de notre époque, c'est les primitifs de notre époque, mais quand notre civilisation est insupportable, c'est eux qui vont nous aider. Ça, c'est amusant comme... c'est génial en même temps, parce qu'on pourrait dire que c'est... Non, c'est pas utopique, mais finalement si, parce que justement, on retourne tout,
Et on va vers un renouveau, et en même temps, ben voilà, il faut se... Et ils anticipent les analyses sur les Cosaques. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des Cosaques, parce que c'est une de ces populations primitives qui aujourd'hui fait... ils sont guerriers, les Cosaques. Hein. Oui. Ben, c'est ce qu'on dit, mais ils sont guerriers parce qu'ils ont été mercenaires des pouvoirs russes. Par contre, ils sont guerriers aussi parce que c'est leur autonomie. Ouais. Donc leur bande armée et leur organisation plus ou moins tribale leur permettaient d'être indépendants, de se déplacer, de virer les chefs quand ils étaient trop autoritaires, et puis de vivre en système d'assemblée. Voilà. Et ça, c'est donc, encore une fois, le joint entre une volonté de changement, de révolution, et puis la réalité de l'anthropologie aujourd'hui, qui met en avant ces aspects assembléistes, donc horizontaux, des Cosaques, alors qu'on les présente toujours, comme tu le disais, les Cosaques armés sont ça, en avant, je prends la nana sur mon cheval et puis je m'en vais, quoi. Et en réalité, la société cosaque est une société très égalitaire et très horizontale dans son organisation. On en a retenu, nous, que les mercenaires du tsar, quoi. Qu'on voit combattre au premier plan. Oui, tout à fait. Donc une nouvelle caricature d'une société qui est très riche, quoi. Et nous aussi, une caricature, parce que la France, pays des révolutions, liberté, égalité, fraternité. Alors, là aussi, peut-être, c'est quand même bizarre dans notre histoire. Nous aussi, on est pareil. Oui, mais bien sûr, tous les peuples. Tous les peuples, en plus, jamais rien n'est figé. Donc, les grands principes pour lesquels on se bat, on se meut parfois, ils s'érodent, ils sont récupérés. Et donc, il faut être alerte. Ça nous éloigne de l'anthropologie, mais on peut faire de l'anthropologie aussi. C'était intéressant de voir qu'avec ces valeurs-là, finalement, on arrive à des choses... totalement inversées. Totalement inversées, exactement. Vous écoutez Vision de demain numéro 4 en compagnie de Michel Antony pour évoquer l'anthropologie libertaire. Alors justement l'anthropologie, si on revenait un petit peu à nos moutons, je dirais, et qu'on reclasse un petit peu toute cette série d'anthropologues là, et peut-être on commence par Clastres. Il a été c'est vraiment le point de rupture principal, Clastres. Mais je pense qu'il faut monter à Mauss. Oui. Voilà. Il faut monter peut-être avant à Mauss. En gros, donc les premiers anthropologues, à l'époque coloniale, comme je disais en introduction, ils sont dans un schéma de pensée qui n'est pas facile pour eux. Hein, c'est l'époque où Rudyard Kipling il dit le fardeau de l'homme blanc, hein, c'est quoi on doit porter la civilisation, ces pauvres sauvages qu'on va coloniser. C'est atroce, c'est écrit noir sur blanc. Ça, hein. Ça veut dire le schéma de pensée de l'époque, donc les anthropologues, même les plus critiques, ont du mal. Ils sont peu politisés à l'époque, on a peu d'anthropologues qui sont donc dans des mouvances critiques ou radicales. Ceux qui font de l'anthropologie libertaire à l'époque, c'est les anarchistes. Les Reclus, Kropotkin, pour prendre deux exemples simples. À partir des années 20, on a Mauss qui arrive avec des recherches un peu différentes. Il n'est pas le seul, encore une fois, on saute d'étape en étape, mais c'est pour retenir quelques noms. Marcel Mauss, avec son analyse sur le don, il met en avant des idées kropotkiniennes et il annonce ce que va être la solidarité, l'échange solidaire et réciproque d'aujourd'hui. Donc c'est véritablement un grand personnage. Encore aujourd'hui, la revue qui s'appelle Mauss, sur les études justement qui s'en réclament, des gens comme Caillé, par exemple, sur la théorie du don et autres, ils font énormément de bien à la pensée anthropologiste, mais à toute la pensée politique et sociale contemporaine, parce qu'ils donnent des billes à ceux qui ont envie de proposer des sociétés autres. Il faut dire, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres moyens. On n'a pas que la concurrence ni l'inégalité. On a des sociétés diverses qui permettent au contraire de mettre en avant le mieux dans l'homme. Donc ça reste très important. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas caricaturer. Les sociétés qui faisaient le don obligatoire, avec la réciprocité obligatoire, c'était pas forcément toujours très libertaire. Voilà. Après, ce sont surtout les analyses, donc si on saute une étape, Clastres et les anthropologues clastriens, la grande découverte de Clastres, années 60-70, et puis surtout fin des années 70 où ça explose, où on reprend l'importance de ce qu'il dit, avec les temps modernes qui s'en réclament, avec beaucoup d'autres qui lui donnent une grosse ouverture médiatique, au moins dans le champ critique de la pensée, c'est de dire les sociétés ne sont pas toutes sur le modèle que nous, on a créé. Notre modèle à nous, centraliste, autoritaire, étatique, violent, bureaucratisé et contraignant pour les individus, dans des sociétés, c'était pas du tout ça. C'était moins contraignant, moins hiérarchisé, moins étatisé. Parfois même, ça se faisait en dehors des structures de ce que nous, on appelle l'État. Donc c'est remettre en cause la notion d'État, or qu'on sait que dans l'anarchisme, la définition principale
unitaire de tous les courants d'anarchistes qui sont ô combien divisés, c'est-à-dire on est anti-étatique, c'était drôlement important. On comprend que Clastres emploie le terme anarchiste ou communiste libertaire parfois, et que tout le monde s'en félicite en champ anarchiste, parce qu'enfin, on a un grand penseur théoricien essentiel qui vient nous donner beaucoup d'éléments. Et donc, Clastres, il a ouvert toute une école. Aujourd'hui, la plupart s'en réclament, quoi. Voilà. Alors, il le critique parfois, mais tous reconnaissent l'héritage clastrien, donc avec une politisation plus forte. Clastres a reconnu l'anarchie naturelle des peuples qu'il analysait, donc c'était bien, mais il n'était pas vraiment anarchiste. Voilà. Aujourd'hui, on a des anthropologues qui ont fait le saut, qui disent qu'effectivement, il n'y a pas de raison d'avoir peur des mots. L'anarchie, c'est une société qui respecte l'individu, qui vit sur les communautés libres et reconnues par les gens qui y vivent, avec le droit de s'en séparer, qui vivent sur l'entraide et l'égalité dans le travail et dans la répartition des tâches. Eh bien ça, c'est ce que l'anthropologie libertaire essaye de mettre en avant dans pas mal de cultures. Donc pourquoi ne pas s'appeler anarchiste? Pourquoi pas parler d'anthropologie anarchiste? Pourquoi pas parler au moins d'affinité, comme le dit Harold Barclay, l'anglais, un anthropologue important, d'affinité culturelle entre anthropologie et anarchiste, parce qu'elle existe, quoi, voilà. Le dernier livre de Scott là, sur la Zomia, il dit « Je fais une histoire anarchiste de l'anthropologie du sud-est asiatique ». Il le dit clairement en entrée. Et sa deuxième page, c'est « Je me réclame de 5 personnes, dont surtout Clastres ». Voilà. Et donc on est passé dans une anthropologie plus politisée aujourd'hui, et qui est beaucoup plus intéressante parce qu'elle appelle les choses par leur nom. En disant, ben c'est vrai que on n'est pas forcément anarchiste, mais quand on pratique l'entraide, quand on pratique le refus du pouvoir institutionnel, quand on demande à ce que les gens soient sur un plan égalitaire sur le travail et sur les tâches, ben on a une vision super sympathique de l'anarchisme. En tout cas, pas les travers qu'il a pu avoir en tant que théorie, comme toutes les théories en ont eu, quoi. Et les grands noms de cette anthropologie anarchiste, il y en a beaucoup. Le principal, c'est David Graeber. Oui. Et David Graeber, il est états-unien, hein. Qui est états-unien, c'est celui qui a, dans ces 10-15 dernières années, c'est celui qui a fait éclater la division, justement, là-dessus. Il a eu des problèmes, parce que c'est un militant aussi. Hein, c'est un des animateurs de Occupy Wall Street, donc l'équivalent du mouvement des indignados aux États-Unis. C'est pas rien. Si je prends cet exemple-là, c'est parce que lui, il fait de l'anthropologie libertaire. Il remonte à Clastres, il remonte à Harold Barclay, il remonte à Marshall Salin, qui a montré que les sociétés primitives étaient des sociétés d'abondance. Il remonte à toute l'école anglaise, notamment Montagu, qui se réclamait de Kropotkin. Il y en a qui analysent les peuplades du Malawi en disant c'est Kropotkin qui visite les pygmées. C'est le titre d'un article scientifique d'une revue d'anthropologie. C'est pour dire qu'on est dans un élément culturel qui a changé, d'abord en importance numérique d'études qui sont sur le même thème, et puis en revendication de la terminologie. Et ça, c'est nouveau. Voilà, c'est très très nouveau. Clastres lui-même ne faisait pas ça. Même s'il disait, je pense à quelqu'un comme Mallory aussi, qui est hyper connu, le spécialiste des Inuits, avec sa collection Terres humaines, c'est un notable quoi, de la pensée française. Mallory, il se réclame du communiste libertaire des Inuits. C'est un copain de Michel Ragon. Il a dédicacé le bouquin de Ragon, qui est un écrivain anarchiste, qui a écrit La Voie libertaire, VOIE. C'est Mallory qui dit, ben oui, on pense ensemble, et moi les Inuits ont conforté chez moi cette pensée. Ça veut dire qu'on a vraiment pris notre échelle, quoi. Et l'intérêt de cette anthropologie libertaire, c'est qu'elle dépasse les peuples primitifs. J'allais dire. C'est que l'anthropologie aujourd'hui, elle analyse l'homme pas seulement dans ses sociétés, elle analyse l'homme dans ses associations, dans ses modes de vie, et donc elle fait converger les analyses des Adignados en Espagne avec celles des Mayas du Chiapas. En disant, les Adignados, quand ils travaillent en réseau, quand ils créent des communautés, quand ils donnent un temps de parole limité avec l'écoute pour tout le monde, ça rappelle ce que fait le caracol. Caracol, c'est l'escargot, mode assembléiste des Indiens néo-zapatistes, qui disent la même chose. Il dit, pourquoi on les distinguerait? C'est des madrilènes modernes, surtout étudiants ou chômeurs, puis là c'est des indigènes mayas, mais ils disent la même chose sous des termes différents et ils pratiquent de la même manière. Donc il y a convergence, donc l'anthropologie on a tout à gagner
à faire une anthropologie des peuples dits primitifs, comme on les a définis, et puis des associations non autoritaires ou non totalitaires qui existent dans le monde d'aujourd'hui et qui sont de plus en plus nombreuses avec les mouvements alternatifs ou les mouvements anti-globalisation. Sauf que là, on est sur un mode revendicatif. Est-ce qu'il fait la même chose avec des sociétés qui ne sont pas sur ces modes revendicatifs? Oui, mais pas exclusivement revendicatif. Parce que ce qui prend en compte, c'est pas la revendication, c'est le mode d'être. Ah, voilà, alors justement. Et justement, il dit les indignados, comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent par petits groupes. Ils fonctionnent autant que possible au consensus, comme les indigènes le font depuis des décennies, en s'écoutant, en se donnant le temps de parole. Ils fonctionnent de manière assembléiste, ils fonctionnent de manière le plus horizontale possible, et donc ils se méfient de tout pouvoir autoritaire, à tel point qu'ils refusent les mouvements. Alors en Espagne, on arrive à non-sens, je me souviens d'une assemblée d'indignados qui refusait le syndicat anarchiste local qui disait la même chose qu'eux, mais comme il était dicté, il fallait pas qu'il vienne parler. C'était ridicule, quoi. Voilà, c'était ridicule, on aurait pu dire les choses et puis éviter ça. Et donc, il dit, sur ce mode d'être, ils sont semblables. Après, l'aspect revendicatif, il apparaît un petit peu dans l'anthropologie politique. Mais justement, voilà. C'est une vision, il me semble. C'est une vision qui a, sur ce plan-là, tu as un peu raison, mais pas tous. Alors, Grabert est dans ce cadre-là, parce que c'est un militant associatif lui-même. Il dit, on est pour une anthropologie anarchiste, c'est-à-dire maintenant il faut travailler dans ce sens-là, quoi. Il faut arrêter, il faut trouver ce qui est bon dans nos sociétés par rapport à nos idées, et qu'on peut mettre en avant, et puis essayer de pratiquer, voilà. Et quand je dis ça, Michel, c'est parce que justement, on a quand même, là on est passé à autre chose. Parce qu'on sait plus la vision de la société primitive. Ah, voilà, on travaille un petit peu, mais pas trop, on est tous heureux, on va ukulélé, chanter, on va faire un petit peu de comme ça, on va aller pêcher, chasser, c'est pas la même vision. C'est plus le salut Gauguin, quoi, voilà. Oui, voilà, exactement. Aux belles femmes offertes assises... Par exemple, chacun... C'est une vision de Gauguin. C'est une vision de Gauguin, on va dire, oui. Oui, non, tu as raison, tu as raison. Quand même, parce que la société primitive, et on revient à ce que on disait tout à l'heure, l'attrait du primitif, c'était quand même ça. Alors, sans aller jusqu'à... ça, c'est le mythe du bon sauvage, et puis c'est le mythe orientaliste. Un petit peu, mais bon. C'était une vision totalement erronée des réalités. Aujourd'hui, la grosse différence, c'est qu'on connaît la diversité et la pluralité des mondes. Voilà. Donc, il n'y a plus du tout... Alors là, chez les anthropologues et les politiciens libertaires, c'est clair, on est débarrassé des schémas hiérarchiques entre sociétés, entre peuples, etc. La deuxième chose, c'est qu'on reconnaît que tout n'est pas dans le bon sens. Qu'il y a des travers de l'homme, sinon le nazisme, le fascisme n'aurait jamais été possible. Sinon le stalinisme qui a détruit la plus belle utopie du XXe siècle, le communisme, en le réduisant au contraire, n'aurait pas été possible non plus. Donc il y a bien une part dans l'humain qui est désastreuse, mais il y a aussi cette part claire, cette part plus conforme à une vision humaniste au sens propre du terme. Et c'est surtout ça qu'ils mettent en avant. Et l'intérêt, donc, ils disent, pourquoi prenons une société d'entraide pour les animaux qui est en France. Elle vit comment? Pas de président, rotation tous les ans, assemblée qui décide, temps de parole réglementé comme dans certains groupes de la franc-maçonnerie. Je prends pas la franc-maçonnerie en exemple, pour moi c'est plutôt un peu sectaire comme forme de fonctionnement, mais sur ce plan-là, ils respectent les interlocuteurs. Ils disent pourquoi ça serait pas aussi valide que les Karen du Cambodge, ou que les Aymara de Bolivie, ou que les Pygmées du Malawi, qui pratiquent ça aussi. C'est des choses qui montrent que dans l'humanité partout, il y a, à un moment donné, donc, ce que Kropotkin avait découvert en son temps. Et récemment, on a de plus en plus d'études sur notre propre histoire. Ça, c'est intéressant. Alors voilà. L'Europe est devenue champ d'études. Et j'ai lu avec plaisir un petit bouquin espagnol, c'était Les sociétés sans État de la montagne basque. J'ai eu un mal fou à trouver ça en Espagne, parce que c'était un truc... Mais le titre m'avait enthousiasmé. Voilà, c'était du clastre chez les Basques. Et quand j'ai eu le bouquin, c'est bien ça, c'est du clastre chez les Basques. C'est-à-dire qu'il montre que dans les sociétés des montagnes basques, jusqu'à des périodes très très récentes, les assemblées de bergers ou de communautés les plus éloignées des grandes villes vivaient dans des cercles. Ils appelaient ça des cercles. Avec une pratique donc d'assemblée qui décidait pour la communauté, partage du travail, guide des troupeaux de manière égalitaire et solidaire. Donc il dit, il n'y avait pas d'État là. L'État, quand il s'est pointé,
C'est le fisc espagnol qui est venu faire payer, c'est le service militaire qui est venu les enrégimenter, et quand ils pouvaient, ils allaient plus haut. Puis à un moment donné, ils n'ont pas pu aller plus haut, et donc ils ont été peu à peu intégrés dans la communauté espagnole en général, il ne faut pas dire ça aux Basques, mais dans le système donc, qui s'est mis en Espagne, partout. Donc en Suisse, pareil. En Suisse, là, moi, en travaillant sur Fourier, j'ai retrouvé des textes de Berkeley, le principal fourriériste suisse ami de Considérant, qui a été remis en évidence par un des grands historiens suisses aujourd'hui qui s'appelle Marc Guillaumet, que j'aime beaucoup. Il dit, ben voilà, dans beaucoup de cantons suisses, il y avait ces traces communautaires fortes. Ce qui rejoint ici, dans ma Franche-Comté, l'existence de bois communautaires, de partage du bois pour l'hiver, de lieux de package ouverts aux gens et gratuits. La glandée, comme on disait, n'était pas seulement le fait de rien faire, mais d'offrir les glands qui tombaient à ceux qui avaient des porcs. Ça veut dire que ces pratiques-là existaient pour les régler, pour les codifier. Donc, on revient au problème des règles et des codes. Il y en a dans toute société. L'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. Hein. C'est qui a dit ça hein? C'est Élisée Reclus qui l'a repris. Ça a été dit par Bakounine. Ça veut dire que l'anarchie a besoin d'un ordre, mais cet ordre, c'est nous qui le donnons. Et donc, si on fait le package commun, si on se partage les bois, il faut bien qu'il y ait des assemblées qui le décident. Le plus bel exemple libertaire qui n'a rien à voir avec l'anarchie dans ces sociétés traditionnelles européennes, c'est la distribution des eaux dans la région de l'Huerta valencienne. Hein. Depuis des siècles, comme l'eau est indispensable pour les agrumes qu'ils cultivaient, il a fallu qu'une autorité le décide, mais pas une autorité pyramidale, une autorité communautaire. Et ça a persisté, ça, jusqu'au franquisme. Pendant des siècles, les gens du secteur de Valence et tout le Levant espagnol se sont répartis les eaux au mieux, de manière à ne défavoriser personne, pour que chacun sa part d'une ressource rare, pour que son champ prolifère. C'est un des plus beaux exemples de l'histoire espagnole, ça. Et les libertaires, en 1936, quand ils ont occupé le Levant, bien évidemment, ils ont fait de ce cas-là l'exemple typique de ce qui se rêvait. Donc le passage entre l'anthropologie ici, ou l'ethnologie du cas des agriculteurs valenciens, puis la pensée anarchiste qui crée les collectivisations de la région, il n'y avait pas de dichotomie, il n'y avait pas de différence. Les gens vivaient sous l'anarchie, qui vivaient depuis longtemps par tradition, sous la forme plus naturelle, presque de l'entraide, Kropotkin, on pourrait dire. Alors il y a un autre exemple, pardon, je vous coupe, Michel. Autre exemple, je pensais en Occident, parce que là c'est plus large et ça provient des États-Unis, c'est pas un hasard. C'est par exemple la Rainbow Family of Living Light. C'est un très bon exemple, cette société primitive, néo-primitive, de retour à la nature. Il n'y a pas de leader. Alors, c'est éphémère, hein, on pourrait dire c'est comme ça que ça tient, mais on est tous dans la nature, on vit, on fait just do it, hein, on fait ce qu'on a à faire ou ce qu'on sent faire. C'est quand même ça une belle expression, et positive cette fois-ci, parce que là il n'y a aucune revendication, puisque les rainbows sont pas, même si venant des hippies, il n'y a pas de revendication. Donc c'est quand même là on est dans une belle expression de la société. C'est un peu différent des Basques ou des Suisses dont je viens de parler. Parce que là, c'est des traditions ancestrales qui avaient des traits libertaires. Là, c'est une volonté de vivre de manière libre tout à fait. Qui est différente. C'est donc ce qu'on pourrait appeler une communauté expérimentale volontaire. Voilà, le terme officiel de l'utopie ou des micro-sociétés. Et là, il y en a de toutes les époques. L'avantage aussi, c'est qu'on peut le rattacher aux TAS. Oui. Les TAS, donc les zones temporaires autonomes, qui ont été valorisées par Kimbe, dont le vrai nom est Peter Lambert Wilson, qui est un personnage assez étonnant, anarchiste états-unien, qui se réclame du soufisme et puis de tradition bouddhiste ou autre. Il est un grand voyageur qui a relié les pirates et la flibuste avec les gens du voyage et puis toutes les communautés justement comme ça, en disant aujourd'hui vivons dans tous les interstices, dans toutes les zones libres, dans tous les endroits encore pas trop figés. Faisons-le temporairement, on n'a pas besoin de créer quelque chose de constant, on n'a pas besoin de figer les choses. Faisons mieux, si on fige les choses, ça va plus être naturel, puis on va s'enquiquiner, donc autant le faire de temps en temps. Et ça, c'est une tâche absolue, ce que tu viens de décrire. Et c'est volontaire, c'est-à-dire que c'est des gens
qui appliquent des idées ou un idéal qu'ils ont eu ou qu'ils ont que leur envie de faire promeut. Ça rejoint ce que d'autres faisaient sur d'autres aspects. Oui, tout à fait. Les Diggers de Californie qui faisaient de la soupe populaire dans les années 60, c'était la même chose. Ils faisaient du théâtre de rue, ils vivaient leur vie, ils faisaient en communauté, ils avaient une activité ouverte pour faire la même chose. C'est l'État. La théorie de Lambert Wilson ne nous éloigne pas trop d'anthropologie libertaire, parce qu'il reprend beaucoup d'exemples anthropologiques, justement, chez les pirates, chez les flibustiers, en disant, ben voilà, des communautés à analyser. C'est pas les corsaires. Les corsaires, c'était des mercenaires au service des rois de France ou d'Angleterre. Mais les flibustiers, les pirates, c'était des gens qui vivaient hors normes. Certes violents, ils faisaient du butin, ils prenaient les femmes, des trésors, tout ça, mais ils se les partageaient. Mais les chefs n'étaient pas forcément, une fois qu'on allait quitter le bateau, les mettre dans les territoires qu'on créait. Daniel Defoe, avec Libertaria, a montré une communauté particulièrement étonnante. Donc, on peut faire une anthropologie de la piraterie. Et ça se fait beaucoup. Mais il y avait des codes d'honneur. Hein. Bien sûr, il y a des codes d'honneur. Il y avait des règles. Il y avait des règles. Règles de partage. Tout à fait. Et c'est de l'anthropologie, ça fait partie des analyses. Et donc, à Kimbe, donc Peter Lambert Wilson, il fait de l'anthropologie des pirates, il fait de l'anthropologie des peuplades aussi amazoniennes. Il a travaillé sur les nouveaux mouvements de Chiapas. Il contribue lui aussi. Donc c'est intéressant d'en parler à cette volonté de convergence entre les analyses d'aujourd'hui. Après, il y a les gens du voyage, les Kurdes. Oui, alors là... les Touaregs, on en parle un peu moins. Pardon, avec les problèmes qu'il y a eu au Mali et autres. Mais c'est des peuplades qui, elles aussi, avaient une certaine forme d'autonomie et puis qui vivaient... avec des traditions, on va dire, communautaires. Oui, tout à fait. Très forte. Très forte. Michel, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y aurait un mot pour conclure un peu tout ça un mot, ou plus qu'un mot d'ailleurs. Plus qu'un mot. Alors, moi je pense que l'anthropologie libertaire, dans sa vision polymorphe d'aujourd'hui, oui, tout à fait. Qui ne se limite pas à la société primitive, machin, de l'Amazonie, c'est une chance pour tous ceux qui rêvent d'un monde autre. Parce que ça va leur donner des éléments pour dire, ben voilà, ça relativise nos sociétés si on les condamne, et il faut dire qu'elles ne sont pas forcément les seules, que d'autres ont prouvé qu'on pouvait vivre autrement, plus ou moins bien, mais en tout cas différemment, et ça redonne du poids à l'utopie, voilà. À l'utopie en sens de projet alternatif. La deuxième chose, c'est que cette anthropologie, avec ce qu'elle est devenue, ce qu'elle a évolué, je pense d'une manière globale, pour pas tout ramener aux libertaires, on ne fait pas de la récupération, à ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie non hégémonique, c'est-à-dire qui refuse toute position hégémonique d'une religion, d'un groupe américano-européocentriste, toutes choses comme ça. Ça donne du sens au concept de diversité, de pluralisme, d'égalité dans les décisions, de limitation de l'autorité. Et du retour, donc, comme on disait tout à l'heure pour les indigènes, à la dignité de chacun. On peut expérimenter différemment parce que d'autres l'ont fait, d'autres l'ont choisi, d'autres le font encore. On n'a pas écrasé toutes ces formes alternatives. Et la grande chance aujourd'hui, c'est que les mouvements sociaux nouveaux s'organisent de cette manière-là aussi, et donc revitalisent des concepts qu'on pensait un petit peu éloignés ou liés à l'histoire ou à la préhistoire. Alors il faut éviter la caricature d'un Zerzan ou d'un Weinegem au primitivisme, sans doute. Ne prendre que ce qui est bon dans ce qu'ils en disent, mais éviter d'en faire une apologie un peu acritique. Et dire, ben voilà, on a là une source essentielle pour nous redonner du souffle. Et puis pour dire, attention, on peut faire autrement. Les décroissants, les verts, les anarchistes, tous ceux qui rêvent d'un mouvement autre, alternatif et d'une autre globalisation, eh bien, ils ont accusé. Et ils puisent de plus en plus, à tel point, donc si je reprends encore une fois Grabert, c'est que lui fait les deux. Il est militant alternatif et anti-globalisation dans son pays, et il est anthropologue libertaire, et il redonne à Clastres une valeur politique plus accentuée que celui-ci avait en son temps. Donc ça a bien été, à mon avis, Clastres, le point essentiel de rupture d'anthropologie. Rupture non, parce que c'est un peu dur, mais c'est bien le moment. Oui, il y a un nouveau départ, en fait. Un nouveau départ, tout à fait. Ça, c'est clair.
Alors au niveau de la bibliographie, je crois qu'il y a beaucoup de livres à citer. Hein. On va peut-être pas tout citer. Est-ce qu'on commence peut-être par La société contre l'État? C'est Pierre Classe. Moi, je pense les deux bouquins de base, pour ceux qui ont envie de travailler sur l'anthropologie libertaire, c'est les ancêtres. Alors, j'ai ramené aussi Margaret Mead sur l'Océanie, parce qu'elle est dans la tradition. C'est l'anthropologie des débuts, mais déjà, elle est empathique avec des peuples qui l'étonnent, quoi. Notamment la sexualité libre en Océanie, c'est quelque chose qui, dans un monde encore victorien très contraignant sur ces plans-là, très strict, faisait exploser les normes en vigueur. Voilà. Et déjà là, il y a une ouverture, il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose. Le deuxième qu'on peut retenir, bon, parmi d'autres, il faut faire des choix, c'est Mauss. Bon, tout ce qui concerne le don, ça c'est clair. Et reclasser Mauss sur son temps, rappelez quand même que ce neveu de Durkheim était un militant socialiste. Pas parce qu'il était socialiste que ça le valorise, mais parce qu'il a voulu... parce qu'il a voulu montrer que ce qu'on pensait dans les analyses particulières de sa discipline pouvait avoir valeur féconde pour la société de son temps qu'il mettait en avant. Le troisième livre que je retiendrai, c'est le livre de Clastres. Oui, c'est ça, La société contre l'État. La société contre l'État. Bon, il a des analyses plus fines dans les analyses sur la violence de la société primitive, sur la guerre de la société primitive, qui permettent de relativiser un peu ce qui est peut-être un peu excessif dans ce qu'il dit. Par contre, ce bouquin-là, il est cité partout. Il est cité absolument partout. C'est la Bible. C'est devenu la Bible, la Bible de l'anthropologie non hégémonique. C'est ça. On peut pas passer en dehors de classe. On peut le critiquer, on peut le dépasser, mais on peut pas passer à côté. Aujourd'hui, c'est important. Et tous s'y sont lancés. Alors, un classique un peu connu, qu'on pourrait citer, c'est Les Lances du crépuscule de Descola, qui est un superbe ouvrage sur les coupeurs de tête, les chouards de l'Amazonie. Et il parle à un moment donné d'anarchie, d'Ichoua ou de vie... sans être engoncé dans une idéologie, lui, c'est clair, dans un style très 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 chouette. Ce clastrien, il montre que les peuples qu'on a montrés comme sauvages, dangereux, violents, réducteurs de tête et haute, givarots comme on les appelait, sont des peuples qui ont vécu de manière assembléiste, en communauté sans chef, entre guillemets, pendant longtemps. Forcément, ils coupaient leur tête. Non, je plaisante, mais bon. Tous les chefs étaient... Les chefs étaient... Et là, c'est le acéphale, c'est la communauté, c'est la société acéphale. C'était pour donner un exemple de bel écrit. C'est bien. Après, il y a plusieurs... Alors, ça dépend si on lit ou pas différentes langues. Aujourd'hui, on trouve en français, pour une anthropologie anarchiste, de Graeber, qui est intéressant parce que il explique un peu tout ce qu'on a dit ensemble aujourd'hui. Il remonte à Clastres et puis il cite les grandes filiations. Donc Harold Barclay en Grande-Bretagne, Marshall Chalin aussi, Montagu, Ashley Montagu, Clastres et tous les siens. Il remonte à Mauss aussi un peu pour montrer qu'on a vraiment une communauté. Donc c'est intéressant pour ça. Puis surtout, il relie avec ses engagements. Et puis, on a, parmi les ouvrages récents, donc d'anthologie, on a un ouvrage d'Espagne, et puis un ouvrage d'Italie, mais c'est une traduction de la Suisse, pour l'anthropologie non hégémonique. Alors là, c'est un point très très intéressant, c'est le manifeste de Lausanne, qui justement est fait par des anthropologues, qui ne sont pas forcément libertaires ou anarchistes, mais qui ont bien compris que leur science, c'était plus ce qu'elle a été. Et que si cette science devait évoluer, elle devait prendre en compte tout ce qu'on a dit aujourd'hui, sans forcément se canaliser dans une idéologie ou dans un courant. Tout à fait. Alors là, c'est l'anthropologie. Donc c'est l'anthropologie non autoritaire plutôt, libertaire. Tout à fait. Et puis on a en Espagne, j'espère que je vous l'ai sorti, l'ouvrage de Beltrán, Anarchisme et anthropologie. Alors si vous lisez l'espagnol, mes excuses, si vous lisez l'espagnol, vous avez cette anthologie sur anarchisme et anthropologie. Et le gros avantage de cet ouvrage, encore une fois, c'est qu'on trouve aussi bien des analyses sur un syndicat libertaire espagnol qui est la CNT, que sur tel peuple du sud-est asiatique ou de l'Afrique, ou que les essais du Chiapas ou de Bolivie. Et ça permet là aussi de faire des convergences fortes. Et encore une fois, il donne la parole à beaucoup. Donc ça montre que
L'anthropologie libertaire aujourd'hui n'est pas figée, elle est variée comme son domaine, son champ d'études, et puis elle est très très ouverte. Et puis le dernier ouvrage que je me permettrais de présenter, voilà, c'est le dernier là, voilà, Zomia. C'est la Zomia de Scott, donc ou l'art de ne pas être gouverné, le sous-titre vaut son poids. Ouais. Hein, ça veut dire comment des peuples volontairement choisissent de ne pas être dans des structures étatiques, autoritaires, fiscalisées, dominatrices, avec religion officielle imposée. Et comment ils font, quelles sont leurs méthodes, comment ils arrivent à travailler l'art de la fuite. Alors, il reprend un thème qui était celui de Utopia Selvagia, l'utopie sauvage d'Amodio, parce qu'il a fait tout son travail là-dessus. Malheureusement, il ne le reprend pas, des fois. On est un peu gêné, on est un peu gêné des fois par les références des scientifiques, qui oublient quand même certaines références. Mais c'est un bouquin fabuleux, parce qu'il travaille sur un point d'ethnologie comparé qui est peu utilisé. Le sud-est asiatique, il y a beaucoup d'études. Mais quand on parle des exemples des peuples primitifs, on pense aux Pygmées ou aux Amazoniens, quoi. En gros, c'est vrai. Et puis avec les Chapas, maintenant, c'est les Mayas. Or là, on a des exemples sur les peuples Hmong, sur les peuples Karen, sur les peuples Thaï, et dans leur diversité, tout un ensemble de groupes qui vivent comme les Mayas ou les Guaranis ou les Guayakis ou les Pygmées ou tout ce que vous voulez. Mais ça donne aussi une ouverture encore plus grande, et ça montre qu'on est dans un monde où les grandes idées, les grandes pensées, les grandes expérimentations, c'est universel. C'est universel. Quand on a été assez stupide pour faire le choc des civilisations, quand on a été stupide pour dire ça c'est occidental, ça c'est pas occidental, c'est des conneries. Les peuplades, elles ont montré qu'elles vivaient, elles, comme elles avaient envie, et donc elles ont mis en avant des thèmes qu'on retrouve en Occident, qu'on retrouve partout ailleurs, et que la démocratie, elle n'est pas seulement athénienne. La démocratie, elle est maya, la démocratie, elle est thaï, la démocratie, elle est pygmée, sous d'autres formes, avec d'autres exigences, mais toujours au nom d'une pensée diverse. Et ça, c'est quand même une belle richesse, voilà. On n'échappe pas à l'homme, hein. Non, on n'échappe pas à l'homme, mais ça fait du bien. En plus, ça montre aussi qu'on a des points communs partout. Tout à fait, tout à fait. Et que ces points communs, c'est ce qu'il faut mettre en avant, sinon on ne s'en sortira jamais. Bravo, alors là, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est presque le mot de la fin. Je voulais juste, peut-être, on peut aussi dire Élie Reclus quand même, on peut le citer, parce que je crois que c'est merveilleux. Alors, ça. Si on veut remonter plus haut, là j'avais pris les anthropologues par honnêteté uniquement. Si on remonte à la pensée libertaire, il faut absolument lire l'entraide de Kropotkin. Voilà, c'est ça. Parce que l'entraide de Kropotkin, qui est parfois vieillie sur certains aspects, parfois un peu gentillet sur la société des fourmis, par exemple, quoique aujourd'hui, les scientifiques de cette branche donnent raison à Kropotkin sur l'entraide dans les sociétés animales. C'est la base, quoi. C'est anti-darwinisme, c'est l'entraide, c'est les communautés, et quand on sait que c'est le penseur de la communauté anarchiste non autoritaire, il faut lire l'entraide. Après, il y a tous les œuvres des reclus, voilà. Alors, Élisée Reclus, si vous avez le courage de vous plonger dans la géographie universelle, en je ne sais pas combien de volumes, c'est énorme, il y a un condensé, mais en 5 volumes, ça fait déjà ça. C'est hyper bien de lire 2-3 passages sur des thèmes qui vous intéressent, sur un pays que vous visitez, parce que Reclus, c'est l'harmonie entre la nature, le ruisseau, la montagne, le peuple qui est là, la manière de vivre et puis de travailler. C'est fabuleux. C'est une histoire moderne, racontée avec l'imagerie et le style du 19e siècle. C'est contraire à la géographie de l'époque. Et c'est sacrément moderne, quoi. C'est sacrément bien. Et puis Élie Reclus, il faut lui redonner ses lettres de noblesse. J'allais dire, oui, quand même. Parce qu'il est souvent écrasé par son frère, Élie Reclus. Il en est pourtant l'aîné. Et il vit autant que lui. Et puis surtout, il s'est spécialisé sur les sociétés primitives. Et c'est lui le vrai anthropologue des deux, quoi, si on peut dire. Et il a fait de grosses études, et notamment sur le rôle des femmes, sur le matriarcat primitif, avec une manière de l'écrire bien plus sympathique et bien plus imagée qu'Engels, que j'ai écrit tout à l'heure. Et c'est pour cela un grand personnage. On pourrait citer Louise Michel, puis les Kanaks. Oui. Oui, en se rappelant que Louise Michel, quand elle est déportée en Nouvelle-Calédonie pour son action pendant la Commune de Paris, est une des rares à être fidèle à ses idées. Avec Charles Malato, ils étaient deux, ils ne sont pas 36. Et après, on fait cause avec la révolution kanak, qui a lieu au même moment.
les autres déportés, qui sont des communards, qui sont emprisonnés pour leurs idées, ne sont même pas en symbiose avec ce que font les Kanaks pour les mêmes raisons. Et Louise Michel, elle l'a fait. Elle se chauffe dans la jungle, elle va faire des cours aux jeunes Kanaks, elle leur donne le drapeau de la commune qu'elle a amené avec elle. C'est une belle histoire. Tout à fait. Une belle histoire. Voilà. Et les Kanaks, c'est un des peuples primitifs dont on a beaucoup à apprendre. Michel, c'était vraiment quel moment on a passé, c'est d'une richesse infinie. On se retrouvera de temps en temps, je l'espère en tous les cas, infiniment. Un immense merci. C'était donc Vision de demain numéro 4, consacrée à l'anthropologie libertaire. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci et au revoir. Thank you.